Le labo avec qui je bossais à Stanford, ils avaient une expression, c'est la connaissance sucrée. La connaissance sucrée, ça vient de Gandhi. C'est une histoire de Gandhi où en fait une mère de famille était venue le voir en lui disant Mahatma, est-ce que vous pouvez dire à mon fils d'arrêter de manger du sucre? Parce que ça me tue, quoi. Et Gandhi avait dit revenez dans 2 semaines. Vous ne comprenez pas, il ne faut pas 2 semaines pour dire à quelqu'un d'arrêter de manger du sucre normalement. Et elle revient 2 semaines plus tard et Gandhi lui dit à son fils arrête de manger du sucre. Il dit Mahatma, pourquoi quand même il vous a fallu 2 semaines? Oui, parce qu'il a fallu que j'arrête physiquement le sucre pour pouvoir dire à votre fils d'arrêter le sucre. Donc j'ai arrêté physiquement le sucre pendant 2 semaines, j'ai vu que c'était possible, et donc je le dis à votre fils. Et ça, c'est la connaissance sucrée. C'est la connaissance qu'on a vécue dans ces tripes, qui sort simplement de la dimension scripturaire. Et j'ai eu la chance, parce que en plus, Jean-Louis Laverne est ici présent, si tu veux bien te lever, Jean-Louis, sois gentil, allez, lève-toi. C'était un peu mon mentor, bravo pour lui. J'ai commencé, il m'a connu quand je faisais les toutes premières confs avec le MEDEF et la PM ici. Et donc c'était les toutes premières, et maintenant c'est 326. Et entre-temps, il y a eu du Bali, du San Francisco et d'autres destinations très ennuyeuses. Et au début, quand j'ai commencé les confs, c'était pas cette connaissance sucrée. Mais l'autre blague que je vais vous raconter, elle est précisément de cette nature, c'est-à-dire que je l'ai sucrée en cours de route. Et c'est la blague des escargots. Elle m'a été racontée par un professeur québécois, vous allez vite comprendre pourquoi c'était un Québécois qui me l'a raconté. C'est un mec qui veut acheter des escargots pour le dîner, alors il va chez le marchand d'escargots. Le marchand d'escargots, il a 2 bassines. Il y en a une avec un couvercle, il y en a une sans couvercle. Alors il demande au marchand, mais pourquoi il y a un couvercle sur cette bassine? Ah ça, monsieur, c'est parce que dans cette bassine, vous avez l'escargot anglais. L'escargot anglais, vous avez beau faire ce que vous voulez, il essaie d'escalader la bassine, il se barre, donc si on n'a pas mis un couvercle, à la fin de la journée, elle est vide la bassine. Ah oui, mais l'autre bassine, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de couvercle? Ils sont malades, vos petits escargots? Mais non, pas du tout, monsieur, ils sont du tout malades, ils sont très très bien, ces petits escargots. Oui, mais là, c'est des escargots français. Les escargots français, il n'y a pas besoin de mettre un couvercle, parce que dès qu'il y en a un qui essaie d'escalader la bassine, tous les autres lui sautent dessus pour le ramener au fond. Elle est pour moi, celle-là. C'est quoi ça, à votre avis, cette image? C'est le nouveau siège d'Apple. C'est le nouveau siège d'Apple dans la Silicon Valley. C'est une petite plaisanterie à 4,5 milliards en dollars. On peut faire tenir le Pentagone à l'intérieur. Et quand Steve Jobs et Norman Foster, parce qu'on se refuse rien, l'ont designé ensemble, ils voulaient que ça évoque la corbeille de fruits de l'Amérique, qui était le nom de la Californie. La Californie, bien avant la Silicon Valley, bien avant Hollywood, bien avant l'industrie du jeu vidéo, c'était un État agricole. Et un État agricole haut de gamme, pas un État agricole de volume comme le Midwest, où on pensait nombre de boisseaux de blé, etc., ou nombre d'épis de maïs. Là non, en Californie, on pensait valeur ajoutée. C'est pour ça que c'est encore là-bas qu'on fait le meilleur vin d'Amérique du Nord. À Bordeaux, il faut la faire très vite, ça. Et en fait, cette notion que tout ce qui sort de la Terre doit être transcendé par la connaissance, elle a énormément marqué la Silicon Valley. Énormément. C'est même pour ça que la boîte s'appelle Apple. Steve Jobs allait chercher des pommes, c'était un job d'été dans l'Oregon, c'était pas en Californie, c'était juste un peu plus au nord, mais c'était une région agricole et maraîchère et aussi une région de vergers. Donc ils ont replanté des abricotiers au centre pour rappeler ce passé de verger de la Silicon Valley. Et comme je vous le disais, c'est gigantesque, on peut faire tenir le Pentagone à l'intérieur, 4,5 milliards, les panneaux solaires, tout ça. Ils ont mis 1 an à choisir la forme des poignées de porte à l'intérieur, il n'y a pas une seule fenêtre qui est droite, toutes les fenêtres sont courbées. Et ça témoigne donc de l'insolente prospérité d'Apple. Et ça, c'est pour moi une image qui illustre parfaitement l'intérêt de faire de l'économie de la connaissance. Quand Apple téléphone à sa banque aujourd'hui pour savoir combien ils ont sur leur compte courant, à votre avis, la banque, elle répond quoi? Plus ou moins. Bon, la banque, elle répond, votre compte est créditeur. Déjà. Du PIB du Qatar, plus le budget de défense allemand, plus le budget de défense français. Et quand je dis ça aux États-Unis, ils disent mauvais exemple.
Je voulais pas rire à cette blague. Ils ont 250 milliards en liquide. C'est leur trésor, c'est pas leur valeur boursière, c'est le cash disponible chez Apple à l'heure où je vous parle. 250 milliards. Leur valeur boursière, c'est 800. C'est 2 fois le PIB de l'Afrique du Sud. Et ils ne vendent pas du pétrole. À une époque, on aurait dit que l'homme le plus riche du monde, c'était Rockefeller, et on aurait eu raison. Mais ils ne vendent pas du pétrole. Et l'homme le plus riche du monde, sur le papier, parce qu'après ça reste un débat, c'est ou Bill Gates ou Jeff Bezos, mais dans les 2 cas, c'est des types qui vendent de la connaissance. Alors vous allez me dire non, Apple, ils ne vendent pas de la connaissance, ils vendent des machines. Et les machines, elles valent beaucoup plus cher que les composants pris séparément. Et les composants valent beaucoup plus cher que la matière première prise séparément. Et le différentiel entre les composants et la matière première, ou entre la machine et les composants, eh bien c'est de la connaissance. C'est immatériel, c'est du marketing, c'est du placement de produits, c'est effectivement cette image de marque extraordinaire, c'est aussi des brevets. Et tout ça, c'est immatériel. Alors il faut bien comprendre que l'immatériel, pour l'être humain, c'est dur à envisager. On a un cerveau de chimpanzé, c'est-à-dire que notre cerveau, il voit d'abord le monde tangible. Parce que le monde tangible, c'est le monde qu'on peut manger, ou qui peut nous manger. Donc notre cerveau a d'abord évolué pour voir le monde concret, physique. Et ça ne demande aucun effort d'envisager le tangible. Par contre, l'intangible, ça demande un effort. Et c'est pour ça que l'art abstrait est beaucoup plus chiant à regarder que l'art figuratif. Parce que l'art abstrait demande un effort. L'art figuratif, ça vient directement dans votre cerveau, c'est quelque chose de concret, ça saute aux yeux. Notre cerveau est très à l'aise avec le tangible. Il est capable d'anticiper l'immatériel, on en est tout à fait capable, mais ça demande un effort. Et de même qu'on ne peut pas garder les bras levés trop longtemps, eh bien, on ne peut pas non plus penser l'immatériel, l'intangible, trop longtemps. Cependant, l'économie intangible, elle a toujours été là, en fait. L'économie de la connaissance, ce n'est pas la plus récente, c'est la plus ancienne. L'être humain échangeait des savoirs bien avant d'échanger des matières premières ou des monnaies. Le feu, c'était de la connaissance. Les points de cueillette, c'était de la connaissance. Les zones de migration pour le gibier, c'était de la connaissance. Fabriquer, tailler un silex, fabriquer un propulseur, ou encore une fois donc allumer un feu, c'était des savoirs qui se propageaient de tribu en tribu, et qui sont des échanges bien antérieurs aux échanges de monnaie, ou même d'agriculture, et même de produits chassés. Et donc, l'économie de la connaissance, non seulement c'est la plus ancienne, mais elle a toujours été là. Il est impossible d'avoir une transaction économique sans avoir de connaissances à un moment. Quand un échange existe en économie, quand quelqu'un prend quelque chose que quelqu'un d'autre a fabriqué, il y a forcément quelque part de la connaissance qui a été mobilisée. Il est physiquement impossible d'avoir une transaction économique sans que quelque part une connaissance soit impliquée. La connaissance, c'est comme l'air qu'on respire. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Et de même que quand Lavoisier a découvert l'oxygène, on a pris conscience du fait qu'on était entouré par quelque chose de vital, mais qui nous échappait, eh bien la connaissance, c'est une nouvelle oxygène entrepreneuriale. Elle a toujours été là, mais au XXIe siècle, on prend conscience du fait qu'elle est décisive à nos activités, qu'elle nous entoure et qu'on la respire tous les jours. Donc il y a eu un âge de pierre, un âge de la pierre taillée, néolithique, il y a eu un âge du cuivre, du bronze, du fer, un âge du carbone, le carbone 1 avec le charbon, le carbone 2 avec le pétrole et le gaz naturel. Et aujourd'hui, on rentre dans l'âge de la connaissance. Un âge particulier où on se rend compte que la matière première numéro 1 à la prospérité, c'est le savoir. Alors, on peut croire que ça ne concerne que la Silicon Valley, mais rien n'est plus faux. Par exemple, l'industrie du diamant, 95% de son chiffre d'affaires repose sur des actifs immatériels. 95% du cash qui circule dans l'industrie du diamant, eh bien, c'est quoi en fait? C'est la mine, c'est le diamant qui sort de la mine en Afrique du Sud, et rien que la mine, elle repose sur de la connaissance, il faut savoir où est le gisement, il faut savoir comment l'extraire, il faut optimiser ses coûts. Mais 95% de l'industrie du diamant, en fait, repose sur la taille, le sertissage, le marketing, le point de vente. Et dans tout le cash qui circule dans cette industrie, 95% repose sur des actifs immatériels, comme donc la taille, en sachant que certaines tailles sont brevetées. Par exemple, la taille du diamant Mont Blanc, là, en forme de logo Mont Blanc, elle est brevetée. Et l'économie de la connaissance dépasse bien sûr les brevets, mais l'idée c'est que l'économie immatérielle, elle a toujours été là, même et surtout pour les choses matérielles. Parce que ce qui crée les marges, c'est d'ajouter des couches d'immatériel sur le matériel. C'est l'histoire du vin, c'est l'histoire du fromage, c'est l'histoire de toutes les économies abbatiales. Les abbayes, les économies abbatiales, c'était précisément ça. On prenait un lopin de terre et on mettait un maximum d'attention humaine dessus pour avoir des produits de plus en plus forte valeur ajoutée. Que ce soit le papier, les bières ou les champagnes. Eh bien, c'est le principe de l'économie abbatiale qui a été importé en Californie, figurez-vous, par les franciscains,
puisque si ça s'appelle San Francisco, c'est pas pour rien, ce sont les franciscains qui ont conçu les premières missions de la Silicon Valley, eh bien, a percolé dans la culture californienne jusqu'à la très forte valeur ajoutée qu'on voit aujourd'hui. Mais encore une fois, ce phénomène, il est ancien. Par exemple, ça, c'est Bagdad. C'est Bagdad du temps de Charlemagne, ou du temps d'Isnogoud, ça dépend de vos références. Et en fait, c'était la capitale mondiale des mathématiques. C'est là-bas qu'on fabriquait les meilleurs instruments de navigation céleste au monde. Et quand vous étiez caravanier sur la route de la soie, avoir un instrument de navigation céleste, ça pouvait vous faire gagner jusqu'à 2 semaines sur votre trajet. Donc ça se voyait en bas de bilan. Et il y avait le hardware et le software, puisqu'il fallait revenir régulièrement à Bagdad pour faire mettre à jour son astrolabe avec les dernières observations célestes. Donc c'était le logiciel. Et il y avait des mises à jour sur le système d'exploitation de votre astrolabe. Ça générait bien sûr une énorme fortune, parce que c'est en plein cœur de la route de la soie, qui est la colonne vertébrale du commerce mondial depuis l'Antiquité. Et c'est pour ça qu'ils se sont mis là, d'ailleurs. Ils se sont mis en plein désert, pas du tout pour le pétrole. On va en reparler d'ailleurs. Là, Bagdad ne vend pas de pétrole, ils vendent de la connaissance. Alors, quand je dis capitale mondiale des mathématiques, bah oui, puisque c'est de là que vient l'expression algorithme. Le mot algorithme est la latinisation du nom du mathématicien de Bagdad, Al-Khwarizmi, qui a été latinisé ensuite dans les manuels italiens par algorithmie. Et puis, c'est de là que vient le mot algèbre, algebra. C'est de là que vient l'expression chiffre arabe. Ils ne sont pas du tout arabes, ces chiffres, ils sont indiens, mais ils sont passés par Bagdad, et donc l'Occident les a appelés chiffres arabes. Et puis, de même que les Ricains appellent les frites les French fries. C'est la même histoire. Ils sont belges, donc pour eux, c'était plus ou moins pareil. Et en fait, j'aime beaucoup cette ville. Ah oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est aussi de là que viennent les mots alcool et alambic. Le savoir s'est perdu entre-temps. À mon grand regret, vous l'imaginez bien. En fait, j'aime beaucoup cette ville parce que le commanditaire était un prince musulman, mais le premier architecte était zoroastrien, le deuxième architecte était juif, le maître d'œuvre était bouddhiste et le financier était chrétien. Putain, c'était une autre époque quand même. C'était une époque, aussi bizarre que ça puisse paraître, je ne vais pas dire plus tolérante qu'aujourd'hui, ça serait évidemment faux, mais le commerce faisait que, par exemple, le plurilinguisme pouvait être assez répandu. On avait des commerçants, des marchands d'épices comme Jacques Coeur en France au XIIe, XIIIe siècle qui parlaient plein de langues, parce qu'ils avaient des succursales à Chypre, et ils avaient des succursales dans tout un tas d'autres comptoirs du bassin méditerranéen. Et là, typiquement, on a des traces aujourd'hui d'échanges commerciaux entre les Vikings et Bagdad. Vraisemblablement pour acheter de l'acier de Damas, qu'on appelle damasé, du mousse, des palets d'acier qui servaient à faire de l'acier damassé. Et on a retrouvé des pièces frappées à Bagdad dans des tombes vikings à Copenhague. Donc il y avait, parce que les Vikings, contrairement à ce qu'on pense, n'étaient pas que des pillards, c'était un peuple de commerçants extraordinairement développé, avec un sens des affaires incroyable. Et ils avaient des routes commerciales jusque dans la mer Caspienne, par les voies fluviales. Et notamment les Vikings seraient les inventeurs de la première marque à l'échelle mondiale, puisqu'ils avaient posé une marque sur une épée qui s'appelait la Olfbert. Et cette épée, donc il y avait même eu des fausses, d'ailleurs, il y avait de fausses Olfbert. Et avoir une Olfbert, c'était un signe extérieur de richesse, c'était la Porsche d'aujourd'hui, de l'époque. Et c'était les Vikings qui les fabriquaient, avec l'acier qu'ils achetaient là-bas. Alors, ce qu'il faut retenir de cette image, ah oui, d'ailleurs, on a eu des échanges entre Charlemagne et Haroun al-Rachid de Bagdad. Il a eu un éléphant blanc qui est enterré avec sa chapelle, si le sujet vous intéresse. Il y a un éléphant blanc qui était un cadeau diplomatique. Ils se sont échangés des cadeaux diplomatiques pendant une certaine période. Cet éléphant blanc est enterré avec sa chapelle, ce qu'il n'a évidemment pas vécu très longtemps. Et ce qu'il faut retenir de cette image, c'est que ça, c'est Bagdad avant le pétrole. C'est la chose la plus importante. Là, c'est pas Bagdad ne creusait pas le sol. Le sol, ils s'en foutaient, ils sont installés en plein désert parce qu'on voit très bien les étoiles. Et quand vous allez vendre de l'astronomie, de la trigonométrie et des mathématiques, c'est un très bon endroit pour observer le ciel. Et donc, là, c'est pas Bagdad qui creuse le sol, c'est Bagdad qui creuse le ciel. Quand on creuse le sol, au bout d'un moment, on touche le fond. Si vous creusez un puits de pétrole, au bout d'un moment, vous avez épuisé le puits. Si vous creusez un puits de gaz, au bout d'un moment, cette nappe de gaz s'est épuisée. Mais quand on creuse le ciel, à quel moment on touche le fond? Alors évidemment, ce dont j'ai à vous parler, ça procède d'une notion assez importante, c'est la nature des révolutions. Je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas de message plus important que celui qui va s'afficher dans cette petite bulle.
C'est-à-dire que sincèrement, quand je vous l'aurai donné, ce message qui va s'afficher dans cette petite bulle, vous pouvez vous lever, vous barrer, prendre un verre de mousseux, je n'ai pas de message plus important que celui-là. Et ce message, c'est que toute révolution dans l'histoire de l'humanité, qu'elle soit philosophique, politique, morale, scientifique, technique, religieuse, légale, ce que vous voulez, si c'est une révolution, ça passe toujours, systématiquement, imparablement, par 3 étapes. D'abord, c'est considéré comme ridicule. Ensuite, c'est considéré comme dangereux. Et finalement, c'est considéré comme évident. Ridicule, dangereux, évident. Prenez le droit de vote des femmes, par exemple. Sur une salle de 500 personnes, il y a toujours quelqu'un pour faire non, c'est encore ridicule aujourd'hui. Mais bon, 1789, déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et la citoyenne, dans tout ça, non, écoute, Bobot, j'ai du travail, laisse-moi tranquille. Bon, c'est pas sérieux. L'homme de gauche sera décapité, bon, décapité un peu tout le monde, elle est passée dans l'eau à l'époque, mais c'est pas sérieux, quoi. 100 ans plus tard, c'est dangereux. Et qui va garder les gosses et faire la vaisselle. Du coup, les suffragettes, on les torture, on les cicatrise, on les incarcère, en dernier recours, on les tue. Et puis aujourd'hui, les femmes votent. And so what? C'est complètement évident. Bon, sauf pour certains pays à qui enfile la Légion d'honneur. Cette vanne, je l'ai faite devant des préfets. Si vous me cherchez, vous me trouverez au club SN le plus proche. Tout ça pour dire que le passage de ridicule à évident n'est pas synchrone. Et qu'il y a des pays pour qui c'est évident et des pays pour qui c'est dangereux. Dans l'Arabie Saoudite, on va faire conduire les femmes. Ça y est, ils sont passés à évident pour ça. Enfin, évident, je ne suis pas sûr encore. Mais, voilà, bon, c'est pas synchrone. Mais c'est valable aussi pour la technologie. L'ordinateur personnel, vous savez, PC, donc ça veut dire personal computer, c'était un oxymore. On a totalement oublié qu'à une époque, c'était un oxymore, ça, ordinateur personnel. Le B de IBM, c'est pour business. Donc on vendait des machines à $1 million qui prenaient la taille d'une salle de billard. On tutoyait les chefs d'État pour les vendre, ça coûtait donc des fortunes. Un disque dur de 500 kg, il pesait 500 kg physiquement. Donc c'était pas une époque où on envisageait de voir des ordinateurs sur la table ou sur le bureau des gens, sans même se dire à quoi ça pourrait servir. L'américain moyen, en quoi un computer pourrait lui servir. Et aujourd'hui, c'est évident. C'est tellement évident que dans notre poche, notre téléphone mobile, il a 2 fois les capacités de calcul de la NASA en 67. Vous prenez toutes les capacités de calcul de la NASA en 67, toutes les consoles de Capcom, Cap Canaveral, Houston, plus la fusée, x2 dans votre poche. Si vous aviez dit ça à l'époque, à un ingénieur de la NASA, un jour on arrivera à faire ça, il aurait rigolé, il dirait, attends, excuse-moi, j'ai du travail, tu n'y connais rien, t'es pas expert, c'est moi l'ingénieur, j'envoie des fusées dans l'espace, donc maintenant tu la fermes, tu me laisses travailler. Bon, ridicule. Si vous étiez venu avec un prototype en lui disant, hey, j'ai un truc, ça marche, si tu veux, tu peux le tester. Ça tient dans la poche et ça fait les capacités de calcul de l'agence. Qu'est-ce qu'il vous aurait répondu, l'ingénieur de la NASA? Plus loin que ça, malheureux. T'es pas dingue, en pleine guerre froide, 5 ans après la crise des missiles de Cuba, avoir les capacités de calcul de l'agence dans la poche de tout un chacun, t'es fou. Et vous pouvez être sûr que le Congrès des États-Unis aurait légiféré. On aurait passé des lois pour dire vous avez le droit à tant de capacités de calcul si vous êtes un civil, si vous êtes une PME, si vous êtes un fournisseur du Pentagone, ou si vous êtes un agent de la CIA. Il y aurait eu des puissances de feu, si vous voulez, légiférées par le gouvernement. Aujourd'hui, tout le monde a les capacités de calcul de la NASA dans sa poche, ça ne choque personne. Et même mieux que ça, quand vous faites une requête Google, vous mobilisez plus de calculs aujourd'hui sur une requête Google que la totalité de tous les calculs effectués par la NASA jusqu'à Apollo 9 ou 10. Je ne sais plus si c'est 9 ou 10. Du moment où les Américains ont exfiltré Werner von Braun de l'Allemagne pour l'amener aux États-Unis jusqu'à Apollo 9 ou 10, vous prenez tous ces calculs-là, c'est une requête Google. Ridicule, dangereux, évident. C'est tellement vrai ça, que si une idée n'est pas considérée comme ridicule ou dangereuse, elle n'est pas révolutionnaire. La réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire que toute idée révolutionnaire doit forcément passer par ridicule, mais toute idée à la con n'est pas forcément révolutionnaire. Et pour un décideur, c'est très difficile de faire la part des choses entre une idée révolutionnaire et une idée à la con chimiquement pure. Je vois à vos têtes que vous en manipulez tous les jours. En fait, vous voyez bien que toutes les révolutions sont passées par là. La Terre est ronde, ridicule, dangereux, évident.
La Terre tourne autour du Soleil, ridicule, dangereux, évident. Abolition de l'esclavage, ridicule, dangereux, évident. Abolition de l'apartheid, ridicule, dangereux, évident. La controverse de Valladolid, les Indiens ont-ils une âme, ridicule, dangereux, évident. Vous avez vu cet excellent film avec Jean-Pierre Mariel qui essaie de faire passer à évident l'idée que les Indiens ont une âme, et même ça, ça a été débattu, tout. Rien n'a été acquis dans notre histoire, finalement. On a dû passer par ridicule, dangereux, évident pour quasiment toutes les choses qui font notre quotidien. Par exemple, le courant alternatif. Le courant alternatif, Thomas Edison, je parle quand même de quelqu'un qui s'y connaissait un peu en électricité, il considérait que c'était dangereux. Et pour en convaincre le public, il électrocutait des animaux à New York en place publique. Donc il chopait des chiens et des chats errants, il les électrocutait, parfois même lui-même. Et il a été jusqu'à acheter un éléphant à un cirque pour le buter au courant alternatif devant tout le monde à New York. Et il a même milité pour que se faire électrocuter se dise se faire Westinghouser. Parce que c'était Westinghouse qui promouvait le courant alternatif face à General Electric de l'époque qui promouvait le courant continu. Donc même un truc aussi anodin que le courant alternatif, c'est passé par ridicule, dangereux, évident. L'avion, ce que vous voulez. Alors, ça ne demande pas d'effort de nager dans l'évident. Pour nous, c'est évident le courant alternatif, pour nous, c'est évident que les femmes peuvent porter des pantalons, je sais pas, pour nous, c'est évident qu'il y ait des voitures. Mais il y a eu une époque où c'était ridicule, et c'est ça qui demande un effort. L'effort, c'est de passer de ridicule à évident. Les soufis disent le rubis est plus petit que la mine. C'est à quoi j'ai envie de dire merci d'être venu, mais c'est vrai. Un rubis, c'est plus petit qu'une mine, une révolution, c'est plus petit que toutes les idées à la con. Et en fait, le rubis, c'est l'idée révolutionnaire. Et la mine, c'est les idées débiles. Mais si vous voulez trouver des rubis sans mettre les mains dans la terre, il faut aller chez le bijoutier. Et c'est pas vous qui allez capter la marge, c'est lui. Les révolutions, c'est pareil. Celui qui fait une marge sur la révolution, c'est celui qui allait la chercher dans la mine quand elle est indiscernable du caillou. Et sur le rubis, donc, qui allait le sortir du caillou, le tailler, le déposer sur un petit coussin de satin brodé, c'est lui qui prend la marge. Les révolutions, c'est vraiment simple. Et évidemment, tous les cailloux ne contiennent pas un rubis. Et je peux vous garantir qu'aucun rubis n'a jamais été trouvé ailleurs que dans un caillou. Et c'est pareil pour les révolutions. Alors maintenant qu'on a vu ça, évidemment c'est vachement théorique, comment on l'applique concrètement? Alors on va faire un test tout de suite, d'étirement cérébral. Imaginez une économie dont la ressource est infinie. Imaginez une économie où tout le monde naît avec du pouvoir d'achat, et imaginez une économie qui maximise le pouvoir d'achat des amoureux. Pour l'instant, ce que je vous raconte, le bullshitomètre est à 110. Une économie ressources infinies, maximise le pouvoir d'achat des amoureux, de quoi tu parles? L'économie de la connaissance, elle vérifie exactement ses propriétés. Exactement. Alors déjà, à quoi elle sert? À quoi elle sert cette économie? Elle sert à devenir plein aux as. On ne va pas se le cacher. Venise, Venise, ils étaient au milieu de nulle part, dans un marais dans lequel ils se sont réfugiés pour se planquer des Huns au départ. Les Vénitiens s'étaient planqués là, à distance, pour se protéger des invasions barbares. Ce n'était pas un endroit où on créait de la prospérité, c'était un endroit où on survivait. Et ils sont devenus ensuite un des peuples les plus innovants d'Europe. Notamment parce qu'à chaque fois qu'un étranger venait à Venise, il était obligé par la loi à donner une connaissance nouvelle. Et c'est pour ça que les Chinois ne voulaient pas faire de commerce direct avec les Vénitiens. Ils passaient toujours par des intermédiaires. Parce que vous savez que donner des verres à soie, par exemple, ce qui est arrivé à l'époque des Médicis, c'était puni de mort. Voyager avec des verres à soie au XIIe, XIIIe siècle depuis la Chine, c'était puni de mort. Entre autres. Et la boussole, le papier, les pâtes, etc., on pénétrait en Italie par des intermédiaires ou par des explorateurs comme Marco Polo. Et la connaissance, pourquoi elle est intéressante? Parce qu'elle crée de la prospérité. Et en fait, ça tient en une phrase. L'intérêt de faire de l'économie de la connaissance. Parce que la connaissance, comme la connerie, elle est infinie. Ça change tout. Le pétrole, c'est pas infini. Le gaz naturel, c'est pas infini. La bauxite, le jus d'orange surgelé, les carcasses de porc, c'est pas infini. Tout ce qui est tangible est fini. C'est une règle en physique. Tout ce qui est tangible est fini. L'univers est très grand, et dans l'état actuel de nos connaissances, il est fini. Et la quantité d'énergie dans l'univers est une constante, c'est la première loi de la thermodynamique. Tout ce qui est tangible est fini, mais dans le monde intangible, dans le monde immatériel, il y a de l'infini. Si jamais vous creusez un puits de pétrole, vous pouvez dire, ça y est, j'ai sorti tout le pétrole de ce puits. Mais à quel moment vous pouvez dire, j'ai extrait toute la connaissance possible? À quel moment vous pouvez dire, si on remplace connaissance par un truc peut-être plus concret, logiciel?
À quel moment vous pouvez dire j'ai extrait tous les logiciels possibles, ça y est, j'ai écrit tous les logiciels possibles, on ne peut plus rien écrire. Il n'arrivera pas cet événement, parce que la collection des logiciels possibles est infinie. De la même manière, à quel moment vous pouvez dire j'ai écrit tous les livres possibles? Alors, si on prend des livres de moins de 500 pages, c'est un très grand nombre, mais c'est effectivement pas infini. Cela dit, un gisement de connaissances, il ne s'épuise que quand on arrête de creuser. Et en plus, il n'est pas localisé géographiquement. Un puits de pétrole, il est quelque part, et il n'est pas ailleurs. Mais un puits de connaissances, il est où on veut. Et on peut décider de le creuser où on veut. Certains me diront, mais est-ce que c'est pas en contradiction avec l'idée d'une croissance infinie? Vous savez, il y a cette fameuse blague qui dit quelqu'un qui croit que la croissance infinie est possible, il est ou bien fou ou économiste. Mais en fait, c'est parce qu'on n'est pas d'accord sur les termes, c'est tout. Quand Pierre Rabhi dit que la croissance infinie est impossible, il a raison. Il parle de croissance infinie physique, tangible, matérielle. Ah oui, matériellement, la Terre, elle a une certaine taille, elle a une certaine forme, il y a une certaine quantité. Oui, c'est vrai, la Terre est finie. Bon. Mais rien ne nous dit que la croissance ne doit être que matérielle. Et d'ailleurs, elle ne l'est pas. Les pays les plus riches sont les pays qui ont le plus gros ratio de prospérité matérielle sur prospérité matérielle. Ça ne signifie pas qu'ils se sont désindustrialisés, bien au contraire. Ça signifie qu'à chaque fois qu'ils mobilisent un lingot d'acier ou à chaque fois qu'ils mobilisent quelque chose qui sort de la Terre, ils le munissent d'une aura de savoir-faire, de compétences et d'excellence qui augmente encore plus sa valeur. On ne faut pas opposer matériel et immatériel, les deux doivent travailler ensemble. Mais je pense, et là c'est juste mon opinion personnelle, que l'être humain il est né avec un désir intrinsèque d'infini, qu'on ne peut pas le lui enlever. Que c'est quelque chose, nos ancêtres, même avant Homo sapiens sapiens, enterraient déjà leurs morts, regardaient déjà les étoiles. L'art pariétal, c'était déjà antérieur à Homo sapiens sapiens. Je suis convaincu que l'être humain, il est intrinsèquement doté d'un désir d'infini. Mais que ce désir d'infini, il est pathologique quand il s'exprime dans le monde matériel. Parce que le monde matériel n'est pas fait pour étancher notre soif d'infini. Ce qui peut étancher notre soif d'infini, c'est le monde immatériel. Que ce soit la connaissance ou la sagesse, qui est encore au-dessus. D'ailleurs, Isaac Asimov avait dit « Une civilisation qui produit beaucoup de connaissances et peu de sagesse est vouée à l'extinction ». Et il avait parfaitement raison, puisque le XXe siècle l'a impeccablement démontré. Les deux civilisations qui ont été les plus inhumaines au XXe siècle, à savoir le Japon d'Hirohito et l'Allemagne nazie, étaient aussi les plus technologiquement avancées. Et si les Américains sont allés chercher Werner von Braun, qui était un nazi et qui avait sa carte du NSDAP pour diriger le programme spatial, c'est parce que l'Allemagne nazie était factuellement le pays le plus technologiquement avancé à son époque. Donc on peut avoir une grande quantité de connaissances et être inhumain, c'est ce qu'avait dit Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça c'est un sujet intéressant parce que aujourd'hui les technologies avancent, mais la sagesse n'avance pas forcément d'autant. Et c'est vrai qu'on peut dire que depuis 15 ans, on a beaucoup plus de technologies disponibles, aussi bien pour le public que dans les entreprises en B2B. Mais est-ce qu'on peut dire que la sagesse a progressé d'autant? Je ne sais pas. Mais c'est un sujet, parce que le rapport connaissance-sagesse est un rapport de stabilité. Et ça, vous le lisez même dans la Bible, Salomon, le roi sage, riche et sage. Alors, si on revenir à des choses plus terre à terre, la connaissance est infinie. Pourrait-on avoir une croissance infinie avec? Pour l'instant, ça reste nébuleux, ça. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole quand je vous dis que la connaissance permet de créer de la prospérité en tout lieu, mais vous pouvez croire à la Corée du Sud. Les Coréens, ils exportent plus que la Russie chaque année. Quand j'ai commencé ces conférences, donc au tout début avec l'APM et Jean-Louis, eh bien, c'était 25% de plus. Les Coréens exportaient 25% de plus que la Russie chaque année en dollars. Aujourd'hui, c'est 100%, c'est x2. Et alors qu'ils ont 3 fois moins d'habitants et 171 fois moins de territoire. On peut mettre 171 fois la Corée dans la Russie. Et les Russes, ils ont tout. En matière première, c'est le pays le mieux doté au monde, devant la République démocratique du Congo. Ils ont du pétrole, du gaz naturel, de la bauxite, du strontium, de l'uranium, et des diamants, du platine, des mannequins, tout ce qu'il faut. Et pourtant, ils exportent moins que la Corée. Qu'est-ce qu'ils nous vendent, les Coréens? Qu'est-ce qu'ils nous vendent? Des téléphones, des écrans plats, des lasers, des systèmes de guidage satellite, des moteurs de bateaux, les meilleurs moteurs diesel très haut, très gros cylindres au monde. C'est les Coréens qui les font. D'ailleurs, le Jules Verne, l'orgueil de CMA-CGM,
il a été fabriqué en Corée. Et la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa, elle a été fabriquée par Samsung. Donc les Coréens nous vendent des trucs dont le déterminant géographique n'existe pas. D'ailleurs, pour vous donner un exemple vraiment marquant, Séoul est la ville au monde qui a le plus de café par habitant. Ils sont accros au café là-bas. Et vous avez 6 marques avec des noms européens. Paris Baguette, Paris Croissant, tous les jours, et puis 3 autres marques avec des noms italiens. Et à chaque fois, en européen dans le texte. Alors, évidemment, la brioche dorée s'est dit, c'est génial, on va faire avec une butte, nous on est les vrais, on vient de France quand même. Ils sont revenus avec leur point en bibimbap, ça a été un échec absolu parce que le Coréen, si c'est fabriqué en Corée, il l'achète, si c'est pas fabriqué en Corée, il l'achète pas. C'est pas pour rien qu'il n'y a pas eu d'Apple Store à Séoul pendant très longtemps. Cette espèce au-delà du patriotisme économique, c'est la conviction profonde que le travail de ses pairs coréens, le travail de ses concitoyens, compatriotes, est juste excellent et pointu et précis. Mais la cerise sur le gâteau de cette histoire, c'est que Paris Baguette a ouvert à Paris. Ils sont rentables. Donc il y a vendre du sable à un Touareg, de la neige à un Esquimau, et puis de la baguette à un Parisien. Et quand je vivais à Palo Alto, donc à côté de Stanford, un Américain me dit « Je sais que tu as le mal du pays, je t'ai rapporté du pain français. » Ah super, c'est quoi, Eric Kaiser? Non, Paris Baguette. Je suis poli, je lui ai pas mis le truc dans la gueule, mais c'était pas super, quoi, Paris Baguette. Cela dit, ils vendent mieux la France que les Parisiens, c'est ça qui est très fort. Il y a plein de pays comme ça qui arrivent à vendre la France. J'ai vu une fois aux Émirats Arabes Unis un parfum qui s'appelait Eau de Dunkerque. Sans déconner. Et évidemment, les types qui vont acheter ça, ils n'ont jamais foutu les pieds à Dunkerque. Elle se vendait. Alors, les Coréens, ils ont eu un ministère de l'économie de la connaissance. C'est le premier pays au monde à avoir eu un ministère de l'économie de la connaissance, et ensuite, ils l'ont simplement appelé ministère de l'économie tout court. De toute façon, ils font rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à faire en Corée que de l'économie de la connaissance. Pas de matière première encore. Et donc, ils cultivent la mer, par exemple. C'est les leaders mondiaux sur la culture de la mer pour faire des algues, notamment. Aussi bien du biodiesel que de l'alimentation humaine. Et ils cultivent chaque année un peu plus loin, avec de nouvelles techniques de culture. Là, vous voyez la mascotte de Roboland, le parc d'attractions robotiques coréen, et la mascotte, c'est Hugo Einstein. Et j'aime beaucoup ça parce que Einstein, il n'est pas coréen. Rien de ce qui marche. Alors, s'il y a un puits de pétrole, on sait comment on extrait le pétrole d'un puits de pétrole. On l'extrait de la même manière, en plus compliqué, mais de la même manière fondamentale que l'eau d'une nappe phréatique. Il faut pomper, et l'eau jaillit, parce qu'évidemment, l'eau d'une nappe phréatique, elle ne jaillit pas forcément. Il y a des sources où elle jaillit, mais elle ne jaillit pas forcément. Et de la même manière qu'il faut un forage pour l'eau et le pétrole, il faut un forage pour la connaissance aussi. Et ça ressemble à quoi un puits de connaissance? Je vais vous le faire deviner. C'est pour ça que j'ai laissé la slide vide. Là, on est en train de réaliser une transaction de connaissance. Là, je suis en train de vous donner de la connaissance, et vous me donnez 2 choses en échange, là, tout de suite. Lesquelles? Qu'est-ce que vous me donnez là, maintenant? De l'attention, et quoi d'autre? Tout bêtement. L'écoute, c'est de l'attention. Du temps. Le temps, ça, c'est la ressource la plus précieuse de l'existence. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Gandhi. Quand Gandhi, il a refusé, il a renoncé à tous les biens matériels, la seule chose qu'il a gardée, c'est sa montre Ingersoll à $1. Et il a même jeté la chaîne, c'était un oignon, il a gardé qu'une petite cordelette, mais il a gardé sa montre. De l'attention et du temps. Et ça, ce sont les richesses, parce que ça vaut de l'argent, les plus fondamentales pour extraire de la connaissance. Et ça donne cette petite équation toute mignonne. Je dois faire une parenthèse. On a tellement dégoûté les gens des mathématiques, en France en particulier, qu'on peut démontrer aujourd'hui en neurosciences qu'il y a certaines personnes, quand on leur montre une équation, il y a une partie de leur cerveau qui s'active, qui dit en gros « n'essaie même pas ». Je sens qu'il y en a qui se sentent concernés. Alors, désinstallez ça dans votre tête, désinstallez cette application, on appelle ça l'impuissance apprise. C'est quand votre cerveau vous dit « tu peux pas, arrête, touche pas à ça, la dernière fois que tu y as touché, il s'est passé des choses horribles ». Désinstallez ça, parce que en fait, elle est très très simple, cette petite équation. Elle est loin d'être parfaite, elle ne prend pas en compte par exemple le sommeil ou l'expérience, mais elle représente un flux de connaissances comme cette conf. Ce qu'elle dit, c'est que la connaissance échangée, phi de k, la connaissance échangée pendant cette conférence, k, knowledge évidemment, donc la connaissance échangée pendant cette conférence,
est proportionnel, le signe du milieu veut juste dire proportionnel, à l'attention multipliée par le temps. C'est tout. Et pourquoi j'ai mis un produit? J'aurais pu mettre un plus, j'aurais pu mettre A plus T, j'ai mis A fois T. J'aurais pu mettre A divisé par T, j'ai mis A fois T. Pourquoi? Parce que le produit en mathématiques, il a une propriété très particulière qui est la contagion du zéro. La contagion du zéro, ça veut dire que si vous faites A fois B fois C fois D jusqu'à Z, et qu'une seule lettre vaut 0, tout le produit vaut 0. C'est précisément ce que vous voulez pour représenter un échange de connaissances. Là, par exemple, on est en train d'échanger de la connaissance. Bah, si vous m'écoutez pendant 1 heure, mais que pendant 1 heure, vous êtes en mode musique de Barry White dans votre tête, il n'y aura pas beaucoup d'échanges de connaissances. J'aime bien cet exemple parce que statistiquement, il y a forcément quelqu'un dans la salle qui va avoir Let the music play pendant 1 heure. Sentez que ça monte un peu ou pas. Et si vous me donnez 30 secondes de votre temps, mais à attention maximale, il n'y aura pas beaucoup d'échanges non plus. On voit bien qu'il faut payer les deux, le temps et l'attention en même temps. Donc là, cette équation, elle marche très bien pour ça. Par exemple, ça, c'est une source de connaissance. Et il est clair que, malgré tous les efforts que je peux faire, la connaissance dans cette source, elle ne va pas jaillir toute seule dans vos têtes. Hein. C'est pas possible, ça. De même qu'on n'a pas vu une nappe phréatique profonde, avec peu de pression, faire jaillir son eau en geyser comme ça. Là, c'est pareil. Alors peut-être qu'un jour, on y arrivera. Je n'ai pas dit que Elon Musk, le patron de Tesla, parle d'implant et tout. C'est un autre sujet. Mais pour l'instant, une conférence, ça prend du temps et ça prend de l'attention. Si vous n'avez pas payé l'attention, la connaissance ne vient pas dans votre tête. Donc, de même que la quantité d'eau que vous aurez sortie d'un puits à la fin de la journée, elle est directement proportionnelle au temps que vous avez tiré sur la poulie et à la taille du seau, eh bien, la connaissance que vous allez extraire d'une source est directement proportionnelle à l'attention multipliée par le temps. C'est l'équation la plus simple. Elle a des défauts, comme je vous le disais, parce qu'elle ne prend pas en compte le sommeil. Donc, comment vous allez consolider et tout ça, ça n'entre pas dans cette équation. Mais ce que vous allez ramener chez vous ce soir sera proportionnel à l'attention multipliée par le temps. Alors, elle est très belle cette équation parce que l'argent dans l'économie de la connaissance, il n'est pas en heures, il est en maths. Et un nat, c'est 1 heure à attention maximale. Attention maximale, c'est très facile à définir, c'est quand vous êtes tellement pris par votre bouquin que vous ratez votre station de métro. Quand vous êtes tellement pris par un bouquin que vous ratez une station, ou par une partie de Candy Crush, eh ben vous êtes à attention égale 100%. Vous êtes à fond dedans. Et quand vous êtes en mode musique d'ascenseur dans votre tête, vous êtes à attention égale 0. Et il y a tout un spectre entre ne pas écouter et être tellement dedans qu'on rate tout le monde extérieur. Donc la monnaie pour acheter des savoirs, c'est l'AT. Et bien du coup, l'AT ne se met pas en réserve, on ne peut pas le garder à la banque. Si vous allez dans un supermarché de connaissances et que vous avez un LAT en poche et que vous revenez sans avoir rien acheté, votre AT, il est parti. Voilà. Alors que si c'est 20 €, ils sont encore dans votre poche. Mais les AT, ça ne s'épargne pas. Par contre, on a un revenu mensuel d'AT pour notre consommation personnelle. Et du coup, le chômeur a un revenu supérieur au salarié. Et oui, son revenu d'AT de poche pour sa consommation personnelle est supérieur à celui du salarié. Sauf si le salarié confond sa comptabilité personnelle avec sa comptabilité d'entreprise en AT. Qu'est-ce que ça veut dire, confondre sa comptabilité personnelle et sa comptabilité d'entreprise en AT? Ça veut dire apprendre sur son lieu de travail ce qu'on aurait voulu apprendre chez soi. Et ça, c'est de plus en plus encouragé, mine de rien. Aussi bien dans le cadre du mentoring pour les stagiaires que pour les employés historiques, parce qu'on s'est rendu compte qu'un employé épanoui produisait plus. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce que si je dézoome un peu, en fait, avant d'aborder les autres parties, sachez qu'on vit dans 2 énormes mensonges de la révolution industrielle. La révolution industrielle nous a laissé, avec plein de choses positives, réduction de la mortalité infantile, etc., augmentation de l'alphabétisation, mais elle n'est pas parfaite, et elle nous a laissé avec 2 mensonges structurels qui conditionnent notre cerveau un peu à tous, et qui sont d'autant plus dangereux qu'ils sont tacites. Parce que les mensonges les plus dangereux, ce sont les mensonges tacites. Les mensonges qui sont affirmés, on peut les combattre, mais un mensonge tacite, il faut d'abord, vous savez, c'est la fameuse blague du combien il faut de psychologues pour changer une ampoule. Ben, il en faut un seul, mais l'ampoule doit vouloir changer. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que ces mensonges tacites, il faut d'abord admettre qu'ils sont là. Et ces 2 mensonges tacites, c'est d'une part, produire ou s'épanouir, il faut choisir. On ne peut pas avoir les deux. Ou bien vous êtes productif et vous êtes dépressif, hein, je force le trait,
ou bien vous êtes épanoui mais vous êtes un glandeur. Et cette idée qu'on ne peut pas avoir épanouissement et productivité, vous la retrouvez en Corée, vous la retrouvez au Japon, vous la retrouvez en Chine, vous la retrouvez en France. Vous savez qu'en France, l'étymologie du mot travail, c'est tripanium, un instrument de torture en latin. Donc, et en italien, c'est lavoro, c'est les douleurs de l'accouchement. Donc il y a d'entrée de jeu l'idée que si vous n'avez pas souffert, vous n'avez pas produit. Et que si vous n'avez pas souffert, vous êtes un traître. Vous devez vous sentir coupable. Et qu'à un certain égard, la méritocratie, ça devrait être de la souffranceocratie. Et ça, vous voyez bien que quand on le dit, on voit que c'est con. Parce que justement, quand on le dit, on sort du tacite. On met la lumière dessus, on voit d'entrée de jeu que c'est pas intelligent comme phrase. Et pourtant, combien de gens vous verrez dans votre vie qui sont conditionnés par ce logiciel que produire ou s'épanouir, il faut choisir, on ne peut pas avoir les deux. Et l'autre mensonge, qui est encore plus grave et qui détruit encore plus notre monde actuel, c'est nature ou emploi, il faut choisir aussi, on ne peut pas avoir les deux. Là où il y a de la nature, il n'y a pas d'emploi, c'est la campagne. Là où il y a de l'emploi, il n'y a pas de nature, c'est la ville. Et ça, c'est un état de fait, ça ne veut pas dire que c'est impossible de faire autrement. C'est juste que, effectivement, avec l'exode rural, les grandes zones, les grands centres de production de richesse sont davantage urbains. Et 75% de la population mondiale va vivre en ville d'ici 2025. Donc oui, mais c'est pas parce qu'on n'a pas su faire autrement que c'est impossible. En fait, la nature est le meilleur modèle de prospérité sur Terre. Ça, on peut le démontrer. De même qu'on peut démontrer qu'un homme épanoui est productif. Et oui, tout homme productif n'est pas forcément épanoui, mais tout homme épanoui est forcément productif. Vous verrez jamais quelqu'un d'épanoui en prison. Et si on pose comme productivité une notion plutôt macroéconomique, c'est-à-dire l'utilité à la société, eh bien, vous ne verrez jamais quelqu'un d'épanoui être un fardeau net pour la société. Alors qu'un type qui est très productif, qui un jour pète les plombs, sort le fusil à deux coups et flingue quelqu'un parce qu'on lui a rayé sa bagnole, vous pouvez voir ça de temps à autre. Et ça arrive même, j'ai envie de dire, malheureusement, de plus en plus souvent. Productivité et épanouissement, ce n'est pas des choses à opposer, puisqu'on ne devient jamais numéro un dans son domaine sans faire ce qu'on aime. Vous demandez un prix Nobel, comment tu as eu ton prix Nobel? Il ne va jamais vous répondre, bah parce qu'il fallait bien. Si on a tiré à la courte paille ou à gros, c'est sur moi que c'est tombé. Non. Pareil pour un athlète de haut niveau, pareil pour un meilleur ouvrier de France, pareil pour ce que les Japonais appellent trésor national vivant. Alors oui, dans la vie, quand vous essayez de monter la pente de l'excellence, eh bien c'est la même montagne, et il y a une pente qui est épanouissement, il y a une pente qui est productivité. Mais au sommet, vous vous retrouvez. Quelqu'un qui veut aller au bout de la productivité, il sera obligé de constater qu'à un moment, il peut être très bon, mais il ne deviendra pas le meilleur au-dessus de la mêlée sans aimer ce qu'il est en train de faire, sans prendre dans son job quelque chose de supplémentaire au simple chèque. Et quelqu'un qui voudrait monter l'épanouissement au summum, il sera obligé de se rendre compte que son épanouissement passera aussi par des services rendus à la société qui peuvent être tout à fait monétisables. Encore une fois, ça c'est théorique, on va essayer de le démontrer plus concrètement. Mais si je reviens à cette équation, donc, notre pouvoir d'achat dans l'économie de la connaissance est en maths. Du coup, le petit Somalien est né avec du pouvoir d'achat. Il n'est pas né avec 1000 $ en poche, mais il est né avec de l'attention et du temps. Alors évidemment, en économie, on sépare pouvoir d'achat de accès au magasin. C'est deux variables distinctes. Et oui, si vous avez 1 million d'euros à la banque et que les banques sont fermées, vous avez 1 million d'euros à la banque. En tout cas, pour le fisc, vous les avez. Donc pour le petit Somalien, c'est pareil. Il a un pouvoir d'achat à la naissance, mais l'accès au magasin n'est pas garanti. Cependant, l'économie de la connaissance est la seule économie où tout le monde est né avec du pouvoir d'achat. On n'est pas tous nés avec 1000 $ en poche, mais on est tous nés avec de l'attention et du temps. Et figurez-vous que ça se monétise, l'attention et le temps. Ça se monétise dans les pays riches, mais en fait de plus en plus dans tous les pays. Et pour moi, la plus belle dimension de cette équation, c'est la façon dont on maximise notre pouvoir d'achat. Comment ça s'appelle quand on donne toute son attention et tout son temps à une personne? Comment on appelle ça? Merci d'avoir sauvé l'honneur de cette honorable assemblée. L'amour, je vais dire là, vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas de cœur. Mais et oui, typiquement, quand on aime quelqu'un, on a envie de lui donner un maximum d'attention et de temps. Nos enfants, on les aime, on a envie de leur donner des actes. L'envie de mobiliser des actes, elle augmente quand on aime ça, mais c'est valable aussi pour un domaine. Si vous aimez un sujet de recherche, un sujet de travail, il va être beaucoup plus facile pour vous de mobiliser des actes dessus. Et c'est la différence entre une passion et une corvée. Une passion,
c'est une barrière d'entrée très faible et une barrière de sortie très forte. Et une corvée, c'est l'inverse. C'est une barrière d'entrée très forte et une barrière de sortie très faible. Je m'explique. Si vous rentrez chez vous et que vous êtes crevé, vous allez passer une longue journée et vous avez quelque chose à faire. Deux scénarios. Si c'est une passion, vous allez vous y mettre tout de suite. Ça sera votre bouffée d'oxygène de la journée. Vous n'aurez pas besoin que quelqu'un vous pousse pour le faire. Vous allez vous y mettre. Et si le téléphone sonne, vous n'allez pas arrêter. Donc barrière de sortie élevée. Vous allez vous y mettre tout de suite, barrière d'entrée faible. Vous allez, si le téléphone sonne, vous le laisserez sonner, barrière de sortie forte. Si c'est une corvée, c'est le contraire. Vous rentrez chez vous, vous êtes crevé. Pour vous y mettre, il va falloir que quelqu'un vous pousse, barrière d'entrée très forte. Et si le téléphone sonne, vous arrêtez, barrière de sortie faible. Là aussi, on voit en quoi passion et corvée peuvent changer la productivité. Mais même d'un point de vue là, attentionnel, si vous avez un dossier et que vous avez 4 heures devant vous, si ce qu'il y a dans ce dossier, c'est une passion pour vous, vous avez 4 hâtes. Parce que vous avez la capacité de mobiliser votre attention à maximale pendant 4 heures, si vous aimez ça. Si c'est une corvée, vous n'avez même pas un hâte, parce que votre attention va être très basse. Et ça sera très dur pour elle de rester à un niveau élevé pendant plus d'une heure. Ce qui signifie que l'économie de la connaissance maximise littéralement le pouvoir d'achat des amoureux. Et là, vraiment, je jette le micro et je me casse. Et c'est vrai. Votre capacité à mobiliser de l'attention élevée, d'une part, et à la maintenir élevée longtemps, augmente si vous aimez ça. Alors, évidemment, juste en dessous de l'amour, il y a l'addiction. Et oui, tout amour est addictif, mais toute addiction n'est pas forcément amoureuse. Je vous laisse méditer là-dessus, 5 minutes, si vous voyez un cas qui vous revient dans votre vie personnelle. Et du coup, il y a des médias qui sont remarquables pour capter les actes. Et ces médias, ce sont les jeux. Et pas que les jeux vidéo, les jeux en général. Les Grecs le savaient très très bien, depuis l'Antiquité. Quand ils voulaient avoir la paix, ils faisaient les Jeux Olympiques, tout le monde regardait, on avait la paix. Les Romains faisaient les Jeux du cirque, tout le monde regardait, on avait la paix. Encore aujourd'hui, quand TF1 veut vendre un encart publicitaire, on est d'accord qu'ils ne mettent pas un cours au Collège de France. Ils mettent des jeux télévisés ou du foot, qui est un jeu. On est tout aussi d'accord qu'une finale de Coupe du Monde de foot va capter beaucoup plus d'attention et de temps en une fois que tout le monde universitaire en 15 ans. C'est pour ça que Neymar est beaucoup mieux payé que moi. Rigolez pas, c'est pas censé être drôle au départ. Parce que il est logique aujourd'hui de faire des stades de 80 000 personnes. Un stade de 80 000 personnes, ça s'amortit, parce que c'est facile de réunir 80 000 personnes pour regarder un match, mais vous ne verrez jamais un amphithéâtre de 80 000 personnes. Parce que si vous voulez construire un amphi de 80 000 personnes, vous allez attendre longtemps avant de le rentabiliser. Donc je veux dire, c'est intuitif que mobiliser l'attention et le temps des gens sur un jeu, c'est facile, et que mobiliser l'attention et le temps des gens sur un cours, c'est difficile. Ça ne signifie pas que c'est une fatalité. Alors évidemment, les jeux vidéo ne font pas exception. Ça, c'est un cosplay, c'est-à-dire un concours de costumes. Elle a gagné 150 000 €, la fille que vous voyez, pour ce costume. C'est un concours de costumes pour un jeu en particulier qui s'appelle World of Warcraft. Alors, il y a deux choses qu'on pourrait voir là-dessus sur le jeu. Parce que ça fait toujours bizarre de se dire qu'en fait, le jeu... prenez, dans la nature, il faut être très très clair. Là, je parle d'un point de vue neurosciences, éthologie en particulier. Le jeu est la façon la plus performante d'apprendre. Point. Vous prenez des bébés tigres, s'ils ne jouent pas, ils vont mourir. Ils ne sauront pas chasser, ils ne sauront pas se défendre, ils ne sauront pas se reproduire, ils vont mourir. Et l'espèce mourra avec eux. Donc la nature, qui est un poil plus sélective que le concours d'entrée à Polytechnique. La nature, c'est si vous échouez, vous êtes mort. Vous ne revenez pas l'année prochaine, vous êtes mort. Eh bien, la nature, le comportement le plus technologiquement avancé qu'elle est sélectionné pour apprendre, c'est le jeu. Les corbeaux jouent, les dauphins jouent, les poulpes jouent, les proies et les prédateurs jouent chez les mammifères. Plus un animal est intelligent, plus il joue. Alors ça, c'est une corrélation, mais on a prouvé le lien de cause à effet récemment. Pourquoi ? Parce que le jeu, d'une part, c'est une barrière d'entrée faible. C'est très facile de commencer. On appelle même ça la pratique délibérée. Pas besoin qu'il y ait quelqu'un sur votre dos pour le faire. Et ensuite, barrière de sortie forte. C'est dur d'arrêter un jeu. Mais au-delà de ça, le jeu, c'est un taux de correction par minute très élevé. C'est ça qui le rend performant. Vous prenez une copie d'examen. Une copie d'examen, vous avez 20 questions. Vous remplissez question 1, question 2, question 3, pas de correction pour l'instant. Question 4, question 5, pas de correction. Vous allez jusqu'à 20, vous remettez votre copie, et ensuite, 2 semaines plus tard, complètement hors contexte, vous ne savez plus du tout ce que vous avez mis sur cette copie d'examen, eh bien vous avez une correction.
Donc une correction en 2 semaines. Le jeu, c'est 2 corrections par seconde. Évidemment, c'est beaucoup plus performant parce que la variable la plus décisive dans l'apprentissage, c'est le taux de correction. Et c'est pour ça que les pilotes apprennent sur des simulateurs. Et c'est pour ça que les chirurgiens se forment de plus en plus aussi sur des simulateurs. Au point qu'on a fait le test. Il y a un type de chirurgie qu'on appelle la chirurgie laparoscopique. C'est une chirurgie avec des manettes et un écran. Et là, je ne parle pas d'une simulation, c'est une vraie chirurgie. Eh bien, manette écran, il n'a pas fallu longtemps avant qu'un interne pose la question, peut-être que les chirurgiens qui jouent aux jeux vidéo sont plus performants. On a fait le test. Les chirurgiens qui jouent aux jeux vidéo d'action sont 35% plus performants sur la chirurgie laparoscopique. À tel point que l'étude conclut, si vous devez passer une chirurgie laparoscopique, demandez à votre médecin s'il joue aux jeux vidéo. Et Nintendo a déposé un petit jeu pour chauffer les chefs de service qui n'ont pas que ça à faire de jouer. Ils y jouent 15 minutes avant d'entrer au bloc et ils sont entre 15 et 20% plus performants. Vous imaginez les conséquences en termes de santé publique, de sécurité sociale, etc. Parce que si cette opération est mal faite, il faut réopérer. Donc ça fait des coûts supplémentaires, il y a des risques de maladies nosocomiales, etc. Alors, là, évidemment, je vous ai dit que les jeux pouvaient capter les actes. À votre avis, combien de temps l'humanité a passé sur ce jeu? Donc c'est un jeu vidéo au départ. Si on met bout à bout toutes les heures, ça va chercher dans les combien? Bon, qui pense que c'est l'âge des États-Unis d'Amérique, de 141 ans? Qui pense que c'est l'âge de la France, 1550 ans? Plus, moins? Qui pense que c'est l'âge de la civilisation, 15 000 ans? Et oui, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'âge de la civilisation est en fait supérieur à l'âge de la France. Quand je l'ai fait aux États-Unis, celle-là, standing ovation direct. 15 000 ans, plus ou moins? Bon, attendez, il faut quand même vous refroidir un peu. On va tout de suite dire des choses qui refroidissent. Imaginez, vous avez un contrôle URSSAF. Vous allez me sortir les pattes de lapin, prête les 4 feuilles, vous allez me jeter de l'eau bénite. Et puis l'URSSAF dit je vous redresse de 15 000 ans. Vous êtes dans le premier quart pour Lourdes, hein, concrètement. C'est beaucoup 15 000 ans. Plus ou moins? Plus? Y allez-vous? De 2004 à 2014, l'humanité a accumulé 7 millions d'années sur World of Warcraft. C'est 50 fois plus que toutes les heures travaillées par Apple et tous ses fournisseurs depuis 1976. Apple a 250 milliards en liquide avec ce travail-là. En mobilisant 1/50e des actes que le jeu vidéo mobilise de façon triviale, c'est la chute du Niagara, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'on utilise l'eau pour la boire, mais le débit, c'est plus du tout le même. Le débit date entre un jeu et un travail, c'est plus du tout le même. Et donc 1/50e des actes mobilisés sur World of Warcraft en 10 ans, c'est ce qui fait qu'Apple a 250 milliards en liquide, en 40 ans. Et encore, je donne un avantage à Apple puisque je considère que 1 heure égale 1 at. Et on sait tous au bureau que c'est pas vrai. Et j'en vois qui disent non, pas du tout. Mais si la connaissance est le nouveau pétrole, le jeu, pas que vidéo, est le nouveau pipeline. Et les apps se monétisent. Alors, il y a plein de façons de monétiser les apps, mais la façon la plus triviale, c'est vous prenez un joueur de foot qui est très regardé et vous mettez une marque sur son maillot. Voilà. Une façon de monétiser un app. Ça, c'est la façon 0. Mais il y a plein d'autres façons de monétiser les apps. Alors, pour arriver sur la nature maintenant et les leçons qu'elle nous donne, ce petit oiseau-là, eh bien, il s'appelle l'oiseau jardinier satiné. Il vit en Australie. Et on l'appelle comme ça parce qu'il a une petite plume bleue sur l'épaule qui est très considérée comme extrêmement masculine et virile et sexy par la femelle. Et donc pour faire la cour à la femelle, il va mettre du bleu partout dans son nid pour amplifier comme ça sa virilité. Bon, notez que cette notion d'amplification de la virilité existe aussi chez l'homme. Vous vous demandez comment je vais pouvoir enchaîner sur une connerie pareille. C'est pas du tout ce que vous croyez, bande de petits vislards, c'est la veste de costume. L'histoire de la veste de costume, d'un point de vue mode, c'est l'histoire avant tout d'un vêtement qui a évolué très peu. C'est un des vêtements qui a évolué le moins, en fait. C'est quasiment resté le même du professeur Tournesol jusqu'à nos jours. Et bien c'est parce qu'il nous donne une allure en soulignant la carrure en V. Donc la veste de costard, elle donne une allure militaire sans avoir besoin des épaulettes. Des épaulettes militaires avec les petits flonflons et tout. Et ça, évidemment, la carrure en V, c'est un critère
d'attractivité masculine dans beaucoup de cultures, et comme aujourd'hui il y a la mondialisation et qu'il y a une sorte d'uniformisation des goûts, la veste de costard a encore de beaux jours devant elle. Et les épaulettes, c'est du plastoc, hein. C'est un monde d'un bras pour homme, concrètement. Ce genre de vanne, il n'y a que les nanas qui rigolent. Systématiquement, vous pouvez être sûr de ça dans la salle, c'est un test pour connaître la parité de l'assistance. Alors ce petit oiseau met donc du bleu partout, signe des temps, les fleurs qu'il utilise ont disparu, donc il met des bouchons de bouteilles et des capuchons de stylo. Et puis, une fois qu'il a fait son nid, il va danser devant son petit nid. Bon, là, vous voyez, l'oiseau, il veut choper, hein, on est d'accord. Alors, cet oiseau, en fait, il illustre les 3 P de la passion ou de l'amour. Précision, persévérance, prise de risque. Précision, parce qu'il est capable de dévisser un bouchon de bouteille quand il est amoureux, cet oiseau. C'est-à-dire pour réaliser sa parade nuptiale, il est capable de dévisser un bouchon. Ça, un enfant de 18 mois ne sait pas le faire. Donc pour un oiseau, c'est quand même du très très haut niveau. Bon, précision. Persévérance. Si la femelle ne veut pas de lui, il recommence avec une autre. J'ai beaucoup appris de ce petit piaf. Et prise de risque, vous avez remarqué que le nid est au niveau du sol. Et ça, évidemment, la nature l'a sélectionné précisément parce que l'objectif est de sélectionner les mâles qui vont prendre un maximum de risques, donc qui, toutes choses égales par ailleurs, maximisent les chances de trouver de la nourriture dans des périodes de famine. Précision, persévérance, prise de risque. Vous voyez en quoi ça peut rendre plus compétitif, ça. Et en quoi il faut arrêter d'opposer épanouissement et productivité. Alors ça, c'était mon histoire la plus longue, elle a l'air la plus courte en termes de slides, mais comme c'était la plus abstraite, c'était la plus longue, parce que je voulais bien insister sur ces idées abstraites. Les autres sont beaucoup plus concrètes. Ma deuxième histoire, c'est imaginer, alors on va quand même faire une transition un peu abstraite, imaginez qu'on ait vécu dans une salle, un peu comme celle-là, pendant des générations, un peu comme le mythe de la caverne de Platon, vous voyez, on a vécu dans une salle, et que dans cette salle, il y avait des étagères, avec sur les étagères des choses qui brûlent très bien. Alors un jour, on a pris l'habitude de les prendre et puis de les brûler pour se chauffer l'hiver. Et imaginez par contre qu'un jour, on se réveille, et que là, on se rend compte qu'en fait, la salle dans laquelle on était, c'était une bibliothèque. Et que logiquement, les trucs qu'on était en train de brûler, c'était des livres. Alors ça brûle très bien les livres, mais c'est pas fait pour ça. Alors on se précipite dessus, et on essaie de taper sur les pages pour sauver ce qui peut l'être. Et puis maintenant qu'on sait lire, eh bien on voit des plans d'architectes, on voit des schémas, on voit des équations, on voit des médicaments, on voit des œuvres d'art, mais on en a brûlé la moitié. À votre avis, c'est quoi cette bibliothèque dont je vous parle, dans laquelle on a vécu pendant des générations et dont on a brûlé les livres au lieu de les lire? La nature. Précisément la nature. La nature est une bibliothèque de solutions incroyablement innovantes. Mais nous, on a un cerveau de chimpanzé. C'est-à-dire qu'on voit d'abord dans la nature sa dimension physique. Parce qu'on peut la manger ou elle peut nous manger. Donc notre cerveau voit d'abord la dimension tangible. Et un chimpanzé, si vous lui donnez un livre, il va voir la dimension physique du livre. Il ne verra pas la dimension immatérielle du livre, qui sont ses textes. Dans un livre, c'est quoi le plus précieux? Les lettres ou le papier? Qu'est-ce qu'il faut garder dans un livre? Si on doit garder qu'un seul des deux, c'est les lettres ou le papier? Et quoi le plus important? Carrément les lettres. Hein. On peut avoir un livre sans papier. Aujourd'hui, ça s'appelle un PDF, mais dans l'Antiquité, ça s'appelait la tradition orale. Et au Moyen-Âge, ça s'appelait les chants des troubadours. On peut avoir une œuvre sans papier. Ce sont ces textes qui survivent. Le texte, il est immatériel. Le papier, il est matériel. Si vous utilisez un livre comme une source de papier, vous allez le détruire. C'est-à-dire qu'il faut arracher les pages. Si vous voyez dans un livre un gisement de papier, eh bien, il faut détruire le livre pour l'utiliser. Mais si vous voyez dans un livre un gisement de lettres, vous allez le préserver. Parce que, ça c'est une règle qui a été exprimée très finement par Serge Khoudoglatov, que vous avez peut-être déjà vu intervenir. On la connaissait avant, mais lui, il l'a exprimé d'une façon très claire. Et la loi de Khoudoglatov, c'est quand on partage un bien matériel, on le divise, et quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. C'est très beau ça. Parce que c'est vrai, si je partage avec vous une pizza, la part individuelle de pizza est inversement proportionnelle au nombre de gens, parce que c'est matériel. Plus on est de fous, moins il y a de pizza. Si vous êtes 500, vous avez 1/500e chacun. Mais si je partage avec vous de la connaissance, une pizza de connaissance, et c'en est une, la part individuelle de cette pizza de connaissance ne dépend pas du nombre de gens présents.
Si je fais rentrer 300 personnes de plus dans la salle, eh bien, ça ne réduit pas la part individuelle que vous allez prendre de cette pizza. Quand on partage un bien matériel, on le divise. Quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Ça signifie que si on extrait de la richesse matérielle de la nature, effectivement, il faut diviser l'échantillon pour l'extraire. Mais si on extrait de la richesse immatérielle de la nature, pas besoin. Vous voyez concrètement ce que ça donne. Ça, c'est une diatomée. C'est du phytoplancton, c'est une petite algue. Et comme on n'est pas loin de la mer, il y en a dans nos poumons. Et ça, c'est son squelette, c'est du silicium. Quand la nature imprime du silicium, ça ressemble à ça. Quand nous, on imprime du silicium, ça ressemble à ça. Ça, c'est la mémoire de mon iPad vue au microscope. Vous voyez où je veux en venir? Ça, c'est nous. Ça, c'est la nature. Alors, c'est assez impressionnant, dans le sens où la nature nous met toujours deux claques. Claque numéro 1, mon produit fini est meilleur que le tien. Si vous vous pointez à Las Vegas, au Congrès international des fabricants d'électronique, en disant « je sais faire ça », moi je sais imprimer le silicium avec ce niveau de détail, Intel, ils sont morts le lendemain, c'est fini. Ou ils vous rachètent, ou ils sont morts. Donc, produit, mon produit est meilleur que le tien. Mais la deuxième claque, l'aller-retour, c'est procéder. C'est, au fait, je t'ai pas dit, mais j'ai fait ça dans un verre d'eau, en fait. Sans armes, ni haine, ni violence, et sans polluer. Et j'en fais plus que toi, mes volumes sont supérieurs, très supérieurs. Même par mètre cube d'usine immobilisée, sans prendre tous les océans. Et alors que l'usine qu'il faut pour ça, eh bien ça coûte 3 milliards. Le ticket d'entrée pour les semi-conducteurs à 14 nanomètres, c'est 3 milliards. Ça met des années à s'amortir. C'est pour ça qu'Intel, enfin qu'il y a très peu d'acteurs en fait. Nous, il faut une usine de 3 milliards. La nature le fait dans une goutte d'eau de mer. Dans une goutte d'eau de mer, vous avez des puces électroniques Intel Core i7 qui flottent. Et elles flottent en narguant depuis 60 millions d'années. Parce que ça fait 60 millions d'années que la nature sait imprimer le silicium avec ce niveau de détail. Ça, c'est la deuxième claque, procédé industriel. Alors oui, la nature est high-tech. Il viendrait à l'idée de personne de brûler les bureaux d'Apple. Apple, ça fait 40 ans qu'ils font de la recherche et développement. 40 ans de recherche et développement, ça se respecte. La nature fait de la recherche et développement depuis 4 milliards d'années. Et évidemment qu'elle a trouvé des solutions techniques extrêmement performantes. Parce que, année après année, si la solution technique n'est pas performante, vous mourrez. Et la nature est tellement high-tech qu'on ne sait pas la refaire. On ne sait pas la refaire. On ne sait pas fabriquer un arbre en laboratoire. On ne sait pas fabriquer une cellule en laboratoire. On sait bricoler des cellules existantes, mais on ne sait absolument pas fabriquer une cellule à partir de rien. Même pas un organisme complet, multicellulaire. Donc la nature est high-tech. Et on le sait depuis longtemps. La tour Eiffel, eh bien, vous prenez le cylindre d'air qui la contient. Donc le cylindre d'air qui va des pieds de la tour Eiffel au sommet. Eh bien, à 20 degrés, alors en hiver encore plus, mais à 20 degrés, ce cylindre, il est plus lourd que la tour elle-même. Voilà. Ce cylindre d'air est plus lourd que toute la tour. Et cette performance technique, elle a été rendue possible parce que Koechlin, l'ingénieur en chef de Gustave Eiffel, vous savez qu'elle a failli s'appeler la tour Koechlin, et qu'après la guerre de 1870, c'était un peu malvenu d'avoir un nom à consonance allemande en plein cœur de Paris. C'est même pour ça qu'à l'époque, tous les fabricants de champagne avaient francisé leur nom. Hein. On ne dit pas Bollinger, on dit Bollinger, on ne dit pas Taitinger, Taitinger, on dit encore Krug depuis longtemps. Et donc à cette époque, Tour Koechlin, c'était pas très classe, donc elle s'est appelée la Tour Eiffel. Mais Koechlin avait étudié l'os humain. Et l'os humain a une répartition des matériaux qui a été la source d'inspiration la plus fondamentale des ateliers Eiffel, aussi bien pour leurs poutres préfabriquées que pour la Tour Eiffel elle-même. Et donc, il a étudié ça à Polytechnique Zurich, qui est aujourd'hui d'ailleurs la meilleure école polytechnique au monde. C'est là qu'a étudié Einstein. Là, vous voyez un principe naturel général, qui est que le matériau coûte cher, mais la forme ne coûte pas cher. Ce qui est un peu le contraire des usines classiques, parce qu'en général, c'est plutôt la forme qui coûte cher dans une usine. Mais pour le vivant, le problème, c'est que le matériau, vous allez le porter toute votre vie. Donc, il a intérêt à être réduit à la portion qu'on veut. Et la forme, par contre, vous êtes un embryon, vous pouvez la gérer. Alors, vous voyez une poutre à gauche, 100% de matériaux. Toutes ces poutres-là sont à résistance égale à la rupture. Donc, toutes ces poutres-là sont équirésistantes à la rupture orthogonale. À gauche, 100% de matériaux. Ensuite, section ronde pleine, 82%. Section ronde évidée, 20%. Section dioptre évidée, 14%, donc dioptre comme une lentille.
Et section dioptre bitressé, tressé simple 5%, bitressé 2%, et il y a un point d'interrogation, et ça a été testé, et elle est effectivement équi-résistante aux eaux. Et du coup, Michelin s'en est inspiré. Ça, c'est un projet de pneu imprimé en 3D. Et vous voyez que typiquement, exactement comme dans l'os humain ou comme dans le bois, il y a un maximum de matériaux là où la tension est maximale. Donc, le centre de la roue est le plus dense en matériaux et la périphérie est le moins dense. Et là, vous avez un business model extraordinaire, hein, parce que c'est Nespresso, quoi. Vous offrez la machine quasiment, vous vendez la machine aux garagistes, et ensuite vous leur vendez des recharges à prix d'or chaque année pour refaire le train de roulement ou refaire une grosse partie de la roue. Airbus a un pôle de biomimétisme. Donc le biomimétisme, c'est s'inspirer de la nature pour innover, pour résoudre des problèmes concrets, parce que dans tout ce qui est aéronautique, il y a plein de marges de progression sur les performances, aussi bien des matériaux que le poids. Si vous pouvez avoir un avion à résistance égale à la rupture en tout lieu, avec 2% du matériau initial, vous avez plutôt réussi votre journée. Sans parler de l'aérodynamique. Donc là, c'est un projet chez Airbus qui a été livré par ce monsieur qui fait des ailes de plus en plus légères en s'inspirant du nénuphar du Pantanal, Victoria amazonica. Mais en aéronautique, il y a vraiment plein de cas. Par exemple, ça, on appelle ça des winglets. Et les winglets, ça redistribue les turbulences en s'inspirant des ailes de l'aigle. Les aigles, en fait, ont ces plumes distales que vous voyez qui transforment un gros tourbillon de turbulence en plein de petits tourbillons et ça réduit la traînée. En fait, les oiseaux ont encore plein de choses à nous apprendre parce que la première leçon des oiseaux, c'est qu'il ne faut pas utiliser le même mécanisme pour décoller que pour croiser. Ça, c'est la grande leçon des oiseaux. Un oiseau ne fait pas du tout le même mouvement pour décoller que pour croiser. Et c'est pour ça que le décollage et l'atterrissage des oiseaux est beaucoup plus performant que le nôtre. Un oiseau peut décoller ou atterrir en général sur 1/6 de sa longueur. Et ça, c'est très intéressant parce que l'oiseau, en fait, quand il décolle, il nage dans les turbulences. Il domestique les turbulences. En gros, il crée des vortex qui vont maximiser sa portance sans avoir besoin d'un flux laminaire à haute vitesse. Et pour pouvoir décoller, avoir de la portance à basse vitesse, il faut des turbulences. Vous savez qu'en physique, on comprend encore très mal les turbulences. Les équations de Navier-Stokes, si le sujet vous intéresse en maths, c'est considéré comme un des grands problèmes du millénaire pour lesquels une fondation vous donnera $1 million si vous le résolvez. Eh bien, les oiseaux, on ne va pas dire qu'ils arrivent à le résoudre, mais en tout cas, ils ont domestiqué par essai-erreur les turbulences pour pouvoir décoller à basse vitesse. Exactement comme les diatomées font du silicium à basse température. Lockheed Martin a un pôle de recherche complet en biomimétisme, et dont ça est le symbole. Les martins-pêcheurs ont inspiré le profil d'attaque, ça c'est très célèbre comme cas biologique et biomimétique, le profil d'attaque du Shinkansen. Parce que quand vous passez dans un tunnel à grande vitesse, vous entrez dans un milieu plus dense à très forte vitesse, et pour ça il vous faut un bord d'attaque optimisé. Et c'est précisément celui du bec du martin-pêcheur. La chouette effraie a le vol le plus silencieux au monde. Voilà. On ne sait pas faire de vol plus silencieux que la chouette effraie. Et du coup, ces plumes sont étudiées par Lockheed Martin pour faire des drones, et par des sociétés d'éoliennes pour faire des éoliennes moins bruyantes, et par Apple pour faire des ventilateurs moins bruyants. Le pan, ces plumes n'ont pas de pigment. C'est de la coloration dite structurelle, c'est-à-dire que c'est la façon dont la lumière est renvoyée qui crée la couleur. Eh bien, ça a inspiré une technologie qu'on appelle Mirasol chez Qualcomm, qui a été rachetée par Apple. Encore une fois, c'est pour ça que je commençais par la prospérité d'Apple au début de ma conf, et que je montre qu'en fait le vivant a un pôle de R&D très supérieur à celui d'Apple finalement. Eh bien, cet écran, c'est du papier électronique, donc très fin, non rétroéclairé, et l'idée c'est que ça ne consomme aucune énergie tant que vous ne changez pas l'image. Donc on pourrait en faire par exemple un papier peint, qui changerait, qui ne consommerait que quand on change l'image. Mais surtout, on peut le lire en plein soleil, parce que ce n'est pas rétroéclairé, ce ne sont pas des pixels, ce sont des petites tiges nanoscopiques qui, selon leur inclinaison, renvoient de la lumière dans un spectre différent, dans une longueur d'onde différente, et donc peuvent créer les couleurs que vous voulez. En mode, ça a été étudié aussi parce que, évidemment, le but est de faire des vêtements qui ne se délavent pas et qui ne polluent pas. Le Bangladesh a une situation aujourd'hui écologique catastrophique parce qu'on y fabrique beaucoup de jeans avec des teintures industrielles qui sont envoyées directement dans le fleuve
et ça crée un problème majeur. Et bien demain, on sait aussi faire des couleurs mates, ça c'est une vieille collection où toutes les couleurs sont brillantes, mais là, il n'y a aucun pigment dans tous ces vêtements que vous voyez de la tête aux pieds. Et enfin, Tiffany, la couleur bleue de chez Tiffany & Co, c'est la couleur de cet œuf. Alors, ils l'ont déposé, puisque vous avez le droit d'un point de vue concurrentiel de prendre un Pantone et de dire ce Pantone dans la bijouterie, c'est ma marque de fabrique. Et donc ça, c'est le Tiffany Blue, en fait, c'est pas du tout eux qui l'ont inventé, ce sont les moineaux du Massachusetts. Frank Zal, un de mes héros, et dont j'ai la chance d'être le conseiller, eh bien ce monsieur a découvert que l'hémoglobine d'Arrêt Nicole, donc le petit verre que vous trouvez dans les plages de Normandie, ces petits trous que vous voyez après la marée, eh bien c'est des petits vers qui sont en apnée, en fait, tant que la mer s'est retirée, ils sont en apnée, et du coup ils peuvent retenir leur respiration très longtemps. Leur hémoglobine est 50 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine, et elle est universellement transfusable, c'est du O négatif. Alors les applications sont très très nombreuses. D'abord, dans la transplantation d'organes. Aujourd'hui, on perd un greffon sur 2, tout organe confondu, ce qui est un scandale et évidemment un problème, parce qu'un organe, on ne le préserve pas dans une poche de sang, on le préserve dans une solution d'eau salée, du sérum physiologique. Et ça oxygène bien sûr très mal. Donc un organe, c'est 24 heures max. Et plus vous attendez, plus vous augmentez la probabilité qu'il se nécrose, donc qu'il soit rejeté, donc qu'il soit perdu, en mettant en plus éventuellement en danger la vie du patient. Avec ça, vous pouvez garder un organe 8 jours. Et ça ne sert à rien cliniquement de garder 8 jours de toute façon, puisqu'il n'y a pas de scénario de transplantation où vous attendez le greffon, où le greffon reste 8 jours sans être greffé. Avec ça, vous pouvez traiter le pied du diabétique aussi. Première cause d'amputation dans les pays riches, le pied du diabétique. On n'a pas de traitement, on n'a que des préventifs, mais on n'a pas de curatif une fois qu'il est installé. Et bien là, vous avez un oxygénant 50 fois plus performant que le sang humain, et donc vous pouvez oxygéner un pied du diabétique, donc le guérir. Et les essais cliniques sont en cours. 67 patients ont été transplantés pour les transplantations d'organes avec cette découverte. Ça lui vaudra le Nobel un jour, ça. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette étude de cas, c'est que quand les Américains ont débarqué en Normandie, ils cherchaient désespérément un substitut d'hémoglobine. La solution était sous leurs pieds. Donc je vous ai dit, on a brûlé les livres au lieu de les lire, mais c'est même pas une métaphore, c'est la réalité. C'est comme dirait François Villon, je meurs de soif au pied de la fontaine. On est entouré de solutions techniques qui peuvent changer le monde. Et quand je dis le monde, imaginez les conséquences en urbanisme de tout ce qu'on a vu sur les oiseaux. Imaginez que demain, on ait un avion à géométrie variable, avec une capacité, des matériaux, tout ce qu'il faut. Imaginez qu'on ait un avion qui puisse atterrir et décoller sur 1/6 de sa longueur en émettant seulement 15 décibels. Vous imaginez la forme de l'urbanisme aéroportuaire de demain, avec ces 3 petites innovations qui sont taille et aussi flexibilité. Il se trouve que cette plante est extraordinairement flexible et solide, et elle peut garder la même forme quand elle est soumise en soufflerie, ce qui est un truc de dingue parce que c'est un nénuphar, il n'est pas censé être soumis à des fluidaires, et pourtant il a une stabilité de sa forme en soufflerie qui est unique, et c'est aussi pour ça qu'il est étudié. Eh bien, ces 3 innovations, juste les conséquences sur l'urbanisme des mégalopoles dans le monde. 3 petits trucs. Et là, évidemment, vous avez vu avec celle-là les conséquences sur la santé publique. Alors, mon dernier exemple, ce petit coquillage est très toxique. Alors, ce petit coquillage est très très toxique. En fait, il est kitsch, vous avez remarqué, il est flashy. En général, ce qui est kitsch, voyant et flashy dans la nature a tendance à être ultra toxique et venimeux. Hein, il y a plein d'exemples dans la nature de ça, après tout. Il y a les guêpes, le frelon, l'abeille, la manitue-mouche, Roselyne Bachelot, la reine d'Angleterre, Kim Kardashian. Il fait totalement pareil. Selon les régions, on voit vraiment la différence. Peut-être si j'avais dit Donald Trump, ça aurait été plus... Cette toxine étant foudroyante, elle n'a pas de prix en recherche, puisque en biologie, avoir une toxine foudroyante, eh bien, ça veut dire précise. Et plus elle est foudroyante, plus elle est précise. Et plus elle est précise, plus vous pouvez étudier les cellules en détail, plus vous faites avancer la connaissance. C'est comme une balance de précision ou un accélérateur de particules. Une balance de précision précise au microgramme vaut beaucoup, beaucoup plus cher que 1000 balances précises au milligramme, par exemple.
alors plus maintenant, mais quand vous êtes, parce que c'est plus le front de l'évolution, mais une balance au nanogramme vaut beaucoup plus cher que 1000 balances au microgramme. Pareil pour les accélérateurs de particules, etc. Plus vous montez en précision, plus vous montez en prix. Du coup, cette toxine vaut une fortune. À votre avis, combien? Et on va placer la barre très haut, on va partir de l'or. 37 000 € le kilo, qui dit mieux? Allez-y, hein, c'est pas comme si c'était votre argent. 100 000, c'est plus. J'ai entendu 1 million, je crois. C'est plus. 10 millions, c'est plus. C'est plus. 1 milliard, vous avez atteint la limite. Je vais vous laisser faire le calcul. 800 millions d'euros le kilo. L'or et le platine, c'est du terreau de jardin en comparaison. Et rigolez pas parce que si c'est même pas une vanne en fait, si vous faites le différent, si vous comptez le nombre de sacs de terreau à pélargonium chez Truffaut que vous pouvez acheter avec un lingot d'or, oui, j'ai calculé ce chiffre. La vie c'est de la merde. Eh bien vous verrez que c'est le même nombre de lingots d'or que vous pouvez acheter avec 1 kg de muconotoxine. Donc il y a le même différentiel de prix entre l'or et la toxine qu'entre l'or et le terreau de jardin. Alors, ce qui est fantastique dans cette étude de cas, c'est que ce coquillage, il est vendu sur les marchés en Papouasie-Nouvelle-Guinée 3 $ comme souvenir. C'est-à-dire qu'on le pêche vivant, parce qu'il est beaucoup plus beau, il a de plus belles couleurs quand il est vivant. On le tue, on perd la toxine, et on le vend sur les dollars, 3 $, sur les marchés, 3 $. J'ai un business model qui marche. Si la nature était une huître, on jetterait la perle et on garderait la coquille. C'est-à-dire que la nature est un solilès géant. Alors, je vous laisse visualiser. L'expression le solilès, elle n'est pas plus vraie que dans la nature, où on jette la connaissance, qui est ce qui coûte le plus d'argent, ce qui crée le plus de points de PIB, pour être tout à fait prosaïque. On jette la connaissance et on garde la matière. Encore une fois, il ne faut pas opposer les deux. Hein. Mais la matière, oui, elle a une valeur, c'est super. Mais la connaissance, elle a beaucoup plus de valeur. En termes d'emploi, en termes de richesse. Donc imaginez, votre grand-père vous a cédé une collection de Léonard de Vinci, une collection magnifique de toiles de Léonard, avec des cadres d'époque de toute beauté. Et vous vous dites, super, je vais devenir marchand de cadres. Ben, vous êtes con du coup. Et la nature, c'est ce qu'on lui fait subir. Parce que, de même qu'un chimpanzé ne voit pas l'importance des lettres dans un livre, nous ne voyons pas encore l'importance de la connaissance que la nature détient. Et qui est en accès libre. Certes, il y en a qui sont dans les jungles et tout. Je veux dire, aujourd'hui, on sait aller à peu près partout dans le monde. Aujourd'hui, il y a des boîtes qui dépensent des fortunes pour faire de l'espionnage industriel. Pour aller voir, illégalement en plus, ce que les autres ont fait. Et faites de l'espionnage naturel. La nature, elle est beaucoup plus avancée qu'Apple de toute façon. Elle a des solutions beaucoup plus brillantes. Et bien sûr qu'on peut les mettre sur le marché. Alors, la nature est une bibliothèque. Lisons-la au lieu de la brûler, pas parce que c'est bien, mais parce que c'est rentable. Et au bout d'un moment, si vous voulez faire de l'écologie, il faut sortir de l'écologie négative, il faut faire de l'écologie positive. Il faut sortir de l'écologie corvée, parce qu'une corvée, c'est une barrière d'entrée forte et une barrière de sortie faible, et que l'écologie corvée, même sur le plan politique, eh bien, si vous êtes politicien de l'écologie, que vous faites de l'écologie corvée, vous allez galérer à capter l'attention de l'électorat sur votre problème écologique, et en admettant que vous réussissiez à la capter, s'il y a le moindre petit problème dans le monde ou un autre sujet, l'attention aura disparu. Bon, ça, c'est l'écologie corvée. Si vous faites de l'écologie passion, ça va être très facile de mobiliser l'attention des gens, et elle va rester sur votre sujet. Et bien, pour faire de l'écologie passion, au bout d'un moment, il faut parler bas de bilan. Il faut dire l'écologie, ça rapporte. Simplement, il faut la faire proprement. Si on vous a légué une bibliothèque, la meilleure façon de faire de l'argent avec, c'est pas de la vendre au kilo. Si vous êtes gourmand, vous allez vendre des livres le plus rapidement possible. Mais si vous êtes intelligent, vous allez les faire expertiser d'abord. Si on vous a cédé une bibliothèque et que vous vendez un livre 20 €, et qu'ensuite l'expert arrive en vous disant ouais, mais t'as vendu l'édition originale des Fleurs du Mal, ça coûte 20 000 en fait. Ah, mais il est parti le livre. Donc l'idéal, c'est de la faire expertiser. Et le mieux, c'est de la louer. Si vous voulez créer un revenu pérenne
pour vos petits-enfants et arrière-petits-enfants, avec ce patrimoine bibliothécaire que vous avez, la meilleure façon, c'est de ne pas vendre les livres, c'est de les louer. C'est ce qu'on doit faire avec notre biodiversité, et c'est ce que doit faire la France avec sa deuxième zone économique exclusive mondiale, après les États-Unis. Vous savez que l'Agence spatiale européenne a fait un petit robot qui est inspiré du gecko. Parce qu'en fait, le gecko, la façon dont ses pattes collent, est une façon qui fonctionne dans l'espace. Alors que sur la Station spatiale internationale, on ne peut pas coller avec des aimants. Elle est amagnétique, précisément pour ne pas attirer entre autres les météorites. Elle ne peut pas coller avec des aimants, on ne peut pas coller avec de la colle non plus. Il fait moins de 273 degrés, ça ne fonctionnerait pas. Et on ne peut pas coller avec des ventouses, parce que c'est le vide. Donc pour faire un robot qui colle à la station spatiale, on s'est inspiré des pattes du gecko. Ce robot représente une enveloppe de R&D à 600 millions d'euros. Un gecko. Un petit lézard dont tout le monde se fout quelque part à l'île de la Réunion. Et on peut faire ça avec toute notre biodiversité. Par exemple, là j'ai pris ça au pif, j'ai mis du pétrole d'un côté, puis j'ai mis un œuf de casoar, voilà, parce que c'est vert. Et bien, même en prenant cet exemple au pif, pourquoi j'ai mis ça d'abord? Parce que si vous trouvez du pétrole dans votre jardin, votre banquier il est content. Si vous trouvez un œuf de casoar, votre banquier il s'en fout. Un jour il s'en foutra plus. Parce qu'il va venir un jour où les chefs d'État préféreront trouver de la biodiversité sur leur territoire que du pétrole. C'est ridicule ce que je vous raconte. Pour les micronations, c'est évident. J'ai conseillé la présidente de l'île Maurice, pour elle, j'enfonçais une porte ouverte. C'était un truc déjà bien connu, que la biodiversité valait plus cher que ses matières premières. Parce que, en termes, encore une fois, de PIB, en termes de la connaissance vaut plus cher que le pétrole. J'insiste, Facebook vaut plus cher que Total aujourd'hui. Facebook vaut 500 milliards en bourse. Total vaut 100. Total a été créé en 1927. Facebook a été créé en 2004. Et Facebook ne vend même pas de la connaissance, ils vendent de la donnée, qui est en dessous de la connaissance, en termes de barils, en termes de raffinage. La connaissance, c'est de l'information raffinée. L'information, c'est de la data raffinée. Eh bien, là, l'idée, c'est que la biodiversité, c'est un gisement. Et vous pouvez faire jaillir des barils de connaissances. Et ces barils, ils valent de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais en prenant cet exemple au pif, eh bien, il y avait deux applications industrielles sur cet œuf. La première, c'est que vous voyez, il brille. Il a un gloss. Eh bien, cette surface réfléchissante nanofine, elle est étudiée par la NASA pour faire des couvertures de satellites. Et cet œuf, il a des pores. Parce qu'un œuf, ça respire. Eh bien, ces pores sont étudiés par des sociétés comme Air Liquide pour faire des membranes filtrantes. Alors, comment on fait jaillir la connaissance de cet œuf? Rappelez-moi. Comment on fait jaillir la connaissance d'une source? En payant des actes. Si vous voulez faire jaillir, si vous voulez, à partir d'un gisement de connaissances qu'est la nature, faire jaillir des barils de connaissances, il faut payer des actes. Et quand vous augmentez la dépense publique en actes, et la dépense privée en actes, vous augmentez les situations où le baril, il est conditionné, sur étagère, vendu à un client. Genre, tu veux une membrane filtrante qui soit plus précise que la tienne, et que ta concurrence, tiens, la solution est là. Tu veux une aile beaucoup plus légère que la concurrence, pour que tes A350 ils se vendent mieux, la solution est là. Conditionner de la connaissance en baril, c'est le business model de notre siècle. Alors en conclusion, la dernière partie est la plus courte. Maintenant qu'on a vu, imaginez que la connaissance soit le nouveau pétrole, petit 1. Petit 2. Imaginez qu'on ait vécu dans une bibliothèque sans le savoir et qu'on ait brûlé les livres au lieu de les lire. Petit 3. Imaginez un monde sans déchets. Imaginez un monde où la prochaine fois que vous voudrez voir un déchet, il faudra emmener vos gamins au musée. Oh, regarde papa, une canette de croc. On est d'accord que ce monde, il n'existe pas pour l'instant. Et pourtant si. Dans quel monde il n'y a pas de déchets? La nature. Quand les feuilles tombent des arbres en forêt, on n'organise pas de système de ramassage. Et on ne subventionne pas les vers de terre. Parce que dans la nature, les déchets des uns sont les achats des autres. Dans la nature, on vend les déchets à la criée. Dès qu'un déchet apparaît dans un écosystème, eh bien, il est secoué au shaker avec plein d'espèces qui vont se proposer pour le prendre. Parce qu'un déchet, c'est quoi? C'est contextuel. C'est quelque chose dont la demande est négative. En économie, c'est ça la définition d'un déchet. S'il y a quelque chose tel que je vous en donne une tonne et vous préférez une poignée de main, ça s'appelle un déchet. La demande est négative, il faut vous payer pour le prendre. C'est ça un déchet. Eh bien, la nature ne produit pas ça. Mais elle a eu 4 milliards d'années pour le faire. Alors, imaginez un monde où les déchets appartiennent au musée, de même que l'esclavage. Bon,
sauf tragiquement dans ce qu'on est en train de voir en Libye. Mais à beaucoup d'égards, l'esclavage a appartenu au musée et appartiendra au musée encore pour longtemps, j'espère. Mais imaginez que ce soit pareil pour le déchet, pour l'instant, qui est tout autour de nous. De même que les esclaves étaient autour des Romains, et qui ne sont plus autour des descendants des Gallo-Romains, à savoir nous, eh bien, les déchets, peut-être que nos descendants, pour eux, ça sera aussi bizarre que les esclaves pour nous. Ridicule, dangereux, évidemment. Mais pour que ça marche, il faut que ce soit rentable. Parce qu'il faut bien dire une chose, et c'est ce que m'a appris mon mentor, si tu veux arrêter la pollution, il faut parler le langage des pollueurs. Et le langage des pollueurs, la morale, a priori, ils s'en tamponnent. Eux, c'est le bas de bilan qui leur parle. Donc si tu leur parles bas de bilan, ils vont t'écouter. C'est pas impossible de parler bas de bilan avec les déchets. Au contraire. Mais avant, demandons-nous comment la nature l'a fait. Parce que, vous voyez quoi là? Sans déconner. Oui, mais précisément, c'est un ginkgo biloba. Voilà, je croyais qu'il y avait un petit expert en botanique parmi nous. C'est un ginkgo biloba. Et donc nous, on voit un truc qui est beau. C'est-à-dire, si je me pointe chez vous avec un ginkgo biloba d'1,20 m et que je le plante dans votre jardin, c'est plutôt sympa ce que j'ai fait. C'est plutôt, voilà, vous êtes content. Ouais. Donc c'est pas un déchet. Mais la nature, là, vous savez ce qu'elle voyait à l'époque, pas maintenant, mais à l'époque où c'est apparu, elle voit une centrale cancérigène perchée sur un poteau de la matière plastique la moins biodégradable de l'histoire naturelle. Alors là, ce que je vous raconte, c'est ridicule. Parce que le bois, aujourd'hui, c'est biodégradable. C'est même un des plus beaux trucs qui soit biodégradable. Et je ne vois pas encore un ginkgo biloba cancérigène. Sauf que, c'est quoi les pires déchets de l'histoire naturelle? Dans l'histoire du monde, c'est quoi les pires déchets? Le numéro 1, c'est l'oxygène. Quand l'oxygène est apparu sur Terre, ça faisait 600 millions d'années que la vie existait. C'est ce qu'on appelle la grande oxygénation, qu'on peut dater géologiquement en voyant de la rouille apparaître. On voit de la rouille apparaître dans les couches géologiques, c'est la grande oxygénation. Et cette grande oxygénation, c'est l'accumulation d'un déchet produit par une petite bactérie qu'on appelle les stromatolites, qu'on appelle aujourd'hui les cyanobactéries, qu'on appelle aussi la spiruline. La spiruline, ça vaut super cher au kilo. À une époque, c'était un monstre, cette bactérie. Elle a oxygéné le monde. Et elle ne s'en servait même pas de son oxygène, puisqu'elle ne l'utilise pas pour faire de l'énergie, la respiration. Ce sont d'autres bactéries qui vont survivre, qu'on appelle aujourd'hui les rickettsia, enfin les rickettsia en sont les descendants, qui sont des descendants des ancêtres des mitochondries qu'on trouve dans toutes les cellules eucaryotes pour respirer. Et ces bactéries ont utilisé l'oxygène, s'en sont servis pour produire de l'énergie, mais précisément, l'oxygène était un déchet, c'était du caca de cyanobactéries, qui s'est accumulé partout. Et l'oxygène, comme son nom l'indique, ça oxyde. C'est très néfaste pour le matériel génétique. Nous, les humains, notre ADN, eh bien, il est dans un noyau qui le protège du stress oxydatif. ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas l'oxygène en soi, mais ça signifie que dans l'évolution, la biochimie de l'ADN lui a enlevé des groupements oxygènes qui autrement avaient tendance à réagir avec les radicaux libres pour ensuite détruire notre patrimoine génétique. Ça s'appelle un cancer, ça. Et nous, notre patrimoine génétique, il est protégé de l'oxygène dans un noyau, précisément parce qu'on n'est pas des bactéries et qu'on va vivre beaucoup plus longtemps. Les végétaux sont exposés en permanence à un stress cancérigène majeur, qui sont les radicaux libres de l'oxygène produits par la photosynthèse. Et pour s'en prémunir, ils produisent des contre-mesures que nous, avec notre langage d'humain, on appelle les vitamines, les tannins, les flavonoïdes, les isoflavones, toutes les molécules qu'on trouve dans les plantes et qui sont vendues à prix d'or chez Caudalie ou dans les cosmétiques en général. Et ça, c'est une leçon, parce que la nature, elle fait du judo avec ses déchets. Donc, la nature, ne vous inquiétez pas pour elle. Elle peut gérer tous les déchets qu'on produit, ne vous inquiétez pas. Simplement, elle ne les gérera pas en tant qu'humain. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est nous. On est au sommet de la pyramide alimentaire. Comment on peut croire une seule seconde que les déchets qu'on produit sur le fond ne vont pas nous remonter dans la tronche? On a découvert, par exemple, des traces de cocaïne
de Prozac et d'ecstasy dans le saumon sauvage dans le Pacifique Nord. Il devait s'éclater les saumons. Donc oui, le problème c'est nous. Et oui, la solution c'est nous. Parce que la nature, elle met des milliards d'années, enfin en l'occurrence des millions, pour résoudre son déchet. Mais nous les humains, on peut mobiliser, je vous le rappelle, des millions d'années en 10 ans. Parce que quand tous les humains mettent leurs actes en commun, eh bien, ils font évoluer un problème que la nature aurait fait évoluer en des millions d'années. Alors, par exemple, si je pense au bois, oui, je vous ai dit, c'est perché sur un des poteaux les plus... le matériau, j'ai pas dit les plus, j'ai dit le matériau le moins biodégradable de l'histoire naturelle. Oui, c'était le bois. Quand les fougères arborescentes ont inventé le bois dans l'évolution, aucun organisme sur Terre ne savait le digérer. Il a fallu des millions d'années avant que des champignons lignivores apparaissent. Et ça a été le Carbonifère. La période où le bois s'accumule, se retrouve dans des couches géologiques inférieures et forme le charbon. Donc nous, on voit quelque chose d'abouti, mais la nature l'a fait par essai et erreur. Et elle voyait à une époque une centrale cancérigène perchée sur le pylône le moins biodégradable de l'histoire. Nous, nos plastiques, vous savez qu'aujourd'hui, on a découvert que certaines bactéries peuvent les digérer. On a découvert aussi que certains vers pouvaient les digérer. Et que les deux ensemble étaient encore plus efficaces. Évidemment, nos plastiques sont dans les océans. Ça, c'est un énorme problème, parce que c'est des particules fines, ça va être beaucoup plus dur de les récupérer. Mais si on y met suffisamment d'actes, on va réussir à résoudre le problème. Mais où est le problème fondamental? Pour résoudre un déchet, il faut lui donner des actes. C'est la meilleure façon de liquider un déchet. Je vais vous le démontrer un peu plus en détail dans les 2 minutes qui suivent, qui sont les dernières de la conf. Eh bien, pour mobiliser un déchet, pour le résoudre, il faut lui donner des actes. Le problème, c'est que personne n'a envie de regarder ses ordures le week-end. Mobiliser des actes sur un déchet, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les dégrader. Si vous voulez dissoudre un déchet, il faut lui mettre des actes. Le problème, c'est que le déchet, c'est le truc au monde qui mobilise le moins d'actes. On a envie de regarder n'importe quoi d'autre que nos poubelles. Mais les gens qui font des poubelles une passion, comme Gunther Pauli, eh bien, ils vous trouvent des solutions complètement délirantes et qui marchent, mais qui passent par ridicule, dangereux, évident. L'idée d'avoir un monde sans déchets, mais rentable, l'idée que l'abolition du déchet rapporte de l'argent. C'est exactement comme l'abolition de l'esclavage, elle a rapporté de l'argent, l'abolition de l'esclavage. Le Nord s'est industrialisé grâce à l'abolition de l'esclavage. Chevrolet et Cadillac, qui ne se sont pas installés à Détroit pour le climat, s'y sont installés parce qu'il y avait des machines à vapeur. Et il y en avait parce que l'esclavage avait été aboli dans ces États, et que c'était la machine à vapeur ou la mort, du coup. Mais quand vous avez une machine à vapeur à 300 chevaux, le type en face, il lui faut 1200 esclaves pour s'aligner. Il ne peut pas être compétitif. 1200 esclaves à l'achat, ça coûte beaucoup plus cher qu'une machine à vapeur. Et à l'entretien aussi. Sans compter qu'ils peuvent se faire la malle. Gunther Pauli dit que l'abolition du déchet sera au XXIe siècle ce que l'abolition de l'apartheid a été au XXe et l'abolition de l'esclavage a été au XIXe. On ne fera pas l'économie de ridicule, dangereux, évident. Cependant, l'équation de base, elle est très simple. Déchets plus connaissance égale emploi. Et la connaissance, je vous l'ai dit, c'est quoi? C'est des actes. Dans le passé, eh bien, on enterrait nos déchets. Dans la terre ou dans la mer. Parce que pour nous, ils étaient infinis par rapport à nos déchets. Donc, on laissait la terre s'en occuper. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, la terre et la mer ne sont plus infinies. Donc, du coup, il faut quelque chose d'infini pour dissoudre nos déchets. Or, qu'est-ce qui est infini? La connaissance. Si vous versez vos déchets dans l'océan de la connaissance, oui, vous avez un océan infini dans lequel les dissoudre. Cependant, cet océan, pour le mobiliser, il faut des actes. Cette équation, elle est connue depuis l'Antiquité, déchet plus connaissance égale emploi. Vous savez d'où ça vient l'expression « l'argent n'a pas d'odeur » ? D'où ça vient? C'est Vespasien. Vespasien qui vient après Néron et qui fait des toilettes publiques. Mais il n'a plus une thune, Rome a brûlé. Donc il faut que les toilettes gagnent de l'argent. Comment il fait? Il vend l'urine aux tanneurs. Les tanneries sont très mauvais parce qu'elles mobilisent de l'urine pour travailler de l'urée, précisément, pour travailler le cuir. Alors aujourd'hui, on utilise de la fiente de pigeon pour les cuirs haut de gamme à Fès. Mais ça, c'est pour la poterie, c'est pour les gants, c'est pour les cuirs très souples. C'est pour ça qu'on parle de maroquinerie, parce que c'est au Maroc. Mais pour les cuirs astromènes bien durs, l'urine humaine, ça suffisait. Et donc, il va vendre l'urine au tanneur.
Et il va faire de l'argent avec. Mais son fils va lui dire, attends papa, t'es l'empereur, Vespasianus Augustus, de sang divin, tu dis de la pisse, c'est pas super classe. Donc il en avait marre d'être pris par son fiston tout le temps. Et un jour, il lui amène une énorme caisse de sesterces. Et il lui dit, bah, t'as vu là, oui, c'est du pognon, bah, oui, va le sentir. Alors, mais si, va le sentir, fais-moi plaisir. Bah, c'est du pognon, ça sent rien. Oui, ce que tu viens de sentir là, t'as raison de dire que ça sent rien. Parce que c'est les recettes de la vente de pisse de cette semaine. L'argent n'a pas d'odeur. C'est de là que vient l'expression. Parce que déchets plus connaissance égale emploi, égale richesse. Égale activité économique et industrielle. Les déchets des uns sont les achats des autres. Pourquoi il n'y a pas de déchets dans la nature? Parce que la nature n'est pas en silo. Nous, on est en silo. Un producteur de déchets, c'est la dernière personne sur Terre à savoir quoi en faire. Donc pour lui, c'est du passif. Mais il y a quelque part quelqu'un sur Terre pour qui ça serait de l'actif, qui ne le sait peut-être pas. Ou bien la rencontre n'a pas été faite. C'est pour ça qu'il faut faire du speed dating entre les bons déchets et la bonne connaissance. Et ça résout les déchets. Par exemple, prenez le cannelé. Le cannelé, c'est la même histoire. Les Bordelais utilisaient le blanc d'œuf pour clarifier le vin, pour clarifier le vin, comment on appelle ça, filtrer quoi. Et ils se retrouvaient donc avec plein de jaune d'œuf à ne pas savoir quoi en faire. Bah, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont donné à des gens qui ont beaucoup d'hâte, à savoir les bonnes sœurs, et elles en ont fait le cannelé. Et ce phénomène, il est limite reproductible puisqu'on le retrouve à Madrid pour le dessert madrilène traditionnel, le Toncino de Cielo. C'est super bon, c'est un flan à base de jaune d'œuf qui a été produit pour les exactes mêmes raisons par une autre congrégation. Donc oui, le modèle, je vous ai dit au tout début, le modèle agricole abbatial. Le modèle agricole abbatial, c'est des actes et de la terre ensemble. Quand vous faites ça, vous êtes riche. Les Coréens font des batteries avec leurs mégots de cigarettes. Pour nous, un déchet, pour eux, une mine d'or. Ces batteries, elles valent très cher. Et je vais même en mettre les pieds dans le plat direct. Parlons des pires déchets humains. Allons-y. Les déchets nucléaires. L'université de Bristol a découvert il y a 3 ans qu'avec les barres de graphite, qui sont la façon la plus standard pour retrouver des déchets nucléaires, des barres de graphite irradiées qui contiennent des déchets nucléaires divers, notamment des émetteurs gamma, qui sont les pires radiations au monde, et bien avec les barres de graphite des centrales, l'université de Bristol fait des batteries en diamant. Il y a certains diamants, quand ils sont soumis à un rayon gamma, ils émettent un ampérage. Et on sait faire des diamants synthétiques avec du graphite. Eh bien, ils ont mis 2 et 2 ensemble, ils se sont dit, on va faire des diamants synthétiques avec le graphite irradié, on se retrouve avec une batterie qui produit un ampérage pendant 5000 ans, sans que le rayon gamma sorte du diamant. La vitesse de la lumière dans le diamant, c'est 1/3 de la vitesse de la lumière dans l'air. Et là, en l'occurrence, ces diamants sont conçus pour arrêter le rayon gamma. Ce qui fait que la batterie en diamant, vous la portez à fleur de peau, aucun rayon gamma ne sort. Pour la NASA, ça n'a pas de prix, ça. Parce que si vous voulez faire un robot qui va explorer les océans des exoplanètes, vous ne pouvez pas lui mettre des panneaux solaires. Il est dans les océans. Et il faut qu'il puisse explorer très longtemps. Donc il est une source d'énergie très durable. Mais en même temps, c'est un robot spatial, donc il faut qu'il pèse rien du tout. Et bien ça tombe bien. Donc vous prenez le pire déchet de l'histoire humaine et vous en faites quelque chose qui vaut des milliards. Je n'ai pas dit que les déchets nucléaires c'était bien. Moi, je suis né en 86, quand je suis né, ils étaient déjà là. J'aime beaucoup ce qu'a fait Al Gore quand il a fait un film pour dire « Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, mais pour parler des problèmes ». Moi, je suis là pour dire « Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, pour parler des solutions ». Les deux sont importants. D'ailleurs, Churchill disait « Le pessimiste, c'est celui qui voit un problème dans chaque opportunité. L'optimiste, c'est celui qui voit une opportunité dans chaque problème. » Et justement, pour faire le grand écart sur les déchets, mon tout dernier exemple, ça c'est le pire en termes de durée de vie. Mais en fait, il y a des déchets bien plus graves au jour le jour. Prenez le marc de café. Mais c'est tout con, mais le marc de café, ça ne devrait pas être un problème. Il y a un proverbe qui dit « Le savant sait résoudre un problème que le sage n'aurait jamais eu ». Le fait que le marc de café soit un problème, c'est débile. Je veux dire, il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Alors, déboucher les éviers, faire des masques exfoliants. Il y a même du aftershave. Il paraît que c'est un super aftershave, je n'ai pas essayé, mais ça enlève les peaux mortes et tout. Mais aujourd'hui, eh bien, on le laisse appauvrir. Du coup, il émet du méthane. Mais le méthane, c'est pas un déchet. Seulement, comme Maison du Café et Engie ne communiquent pas ensemble, eh bien, ça part dans l'atmosphère, et là, ça devient un gaz à effet de serre très problématique. Alors, on cherchait de quoi absorber la production mondiale de marc de café. Parce que vous savez, quand on prend un café, on ne mobilise, nous, dans l'expresso, on ne consomme que 0,2% de la biomasse. 0,2%, c'est ça que nous, on consomme. Le reste, on jette. Donc évidemment que c'est débile. C'est comme si on taillait un cure-dent dans une batte de baseball.
Mais là, le but est de faire quelque chose d'autre avec. Alors évidemment, les gens se disaient peut-être qu'on pourrait nourrir du bétail, parce que c'est de la cellulose. Et puis c'est pas bête, dans une interprétation simpliste, si on nourrissait des vaches avec du marc de café, peut-être qu'on aurait du café au lait direct au pied de la vache. Mais ça marche pas comme ça. Alors on cherchait, et puis on a découvert que c'est le meilleur champi compost connu sur Terre. On ne connaît pas de champi compost plus performant que le marc de café pour tous les champignons de culture, shiitake, maïtake, ganoderma, pleurote, champignons de Paris, portobello. Parce que ce qui détermine le prix du champignon de culture, c'est le compost. La main-d'œuvre, il y en a évidemment, mais c'est pas un truc, c'est pas comme le blé, quoi. Vous le laissez sur le compost dans les bonnes conditions de température et ça pousse. Simplement, il faut 10 fois plus de compost que de champignons. C'est peu plus que 10 fois, je pense que c'est 30 ou 40 fois en termes de kilos. Et donc évidemment, c'est ça qui va déterminer le prix, parce que d'habitude, c'est pas du marc de café pour le champignon de Paris ou shiitake, c'est des copeaux de chêne pasteurisés. Des copeaux de chêne pasteurisés, ça coûte une blinde. Et là, c'est déjà pasteurisé, ça sort du percolateur. J'ai envie de dire, what else? Brice Abercal, humoriste. Mariage, bar mitzvah, première communion. Alors, cette dame, j'ai presque fini, hein, cette dame, elle a fait une marque de café consignée, où en fait, on récupère le café et c'est fléché vers une ancienne piscine réaménagée en champignonnière. Ce monsieur fait un textile désodorisant à base de marc de café, le marc de café désodorise. Et bien lui, il fait un textile, sa marque s'appelle S-Café, et il a un contrat avec Eider pour faire des après-ski, et puis avec Timberland pour faire des semelles désodorisantes pour les chaussures, et avec Sorella pour faire des sous-vêtements haut de gamme, anti-transpirants, hypoallergéniques, et puis absorbe les UV. Vous savez qu'en Asie, il ne faut surtout pas bronzer, donc il faut des sous-vêtements qui absorbent les UV. Et enfin, avec le marc de café, on peut faire un biopolystyrène biodégradable. Ces deux jeunes gens ont fait la couverture de Wired Magazine, le magazine des geeks de la Silicon Valley, et la couverture dit « On a fait pousser ce titre », parce que ce titre-là, ils l'ont fait pousser, c'est du biopolystyrène, où en fait, ils mettent du marc de café dans les moules, là, ils mettent un champignon qui va tout digérer, ils mettent le marc de café, ils mettent un champignon, mais ils mettent quoi d'autre aussi? On va voir si vous avez suivi. Des actes. De la connaissance. C'est ça l'ingrédient magique de leur truc. Ils ont mis la connaissance d'avoir mis le bon champignon avec le bon marc de café et les bonnes conditions de température et les bonnes méthodes. Et ça vous donne un biopolystyrène biodégradable, vous le jetez dans votre jardin, il enrichit les sols. Alors en définitive, ça, c'est la nature. C'est la nature par Mucha. On m'a dit qu'il fallait dire Moura, mais quand je dis Moura, personne ne comprend. Quand je dis Mucha non plus. En fait, vous le connaissez tous, c'est le type qui faisait ces magnifiques publicités à la fin du 19e siècle, en style floral, art nouveau, etc., les publicités de champagne et tout. Et il faisait de la sculpture aussi, et il a représenté la nature. Ça, c'est la nature d'après lui. Question, que peut-on dire de la nature d'après cette sculpture? Cherchez pas trop loin. Elle est bien volée quand même. La nature est belle. Et la beauté de la nature, ça a une valeur sonnante et trébuchante. Un appartement avec vue sur parc a plus de valeur qu'un appartement avec vue sur parking. Donc la beauté de la nature, ça vaut de l'argent, à tel point qu'il y a Central Park à New York, qui mobilise plus de foncier que Monaco. Monaco, c'est plus petit que Central Park en termes de foncier, et c'est le foncier le plus cher du monde. Ben, si vous disiez aux New-Yorkais, on rase Central Park, on fait des tours, ils vous diraient non, pas possible. Parce que ça vaut de l'argent sur le plan immobilier d'avoir Central Park là. Donc ça, ok. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'elle est entièrement en or, la sculpture. Elle n'est pas seulement belle et gironde, elle est en or. C'est une golden girl, la nature. Si vous travaillez avec elle, vous êtes riche. Le mariage entre l'humanité et la nature, c'est un mariage d'amour, mais c'est aussi un mariage de raison. La dot, elle est très très significative. Ça vaut la peine. De toute façon, si l'humanité divorce de la nature, elle ne pourra pas retourner habiter chez ses parents. C'est elle qui a les clés de l'appart. Donc ou bien on soigne notre relation avec elle, ou bien on va dégager. C'est la fameuse blague du GIEC, de deux planètes qui se rencontrent. Comment ça va? Bah, pas très bien, parce que j'ai chopé des humains. Alors, j'ai de la température, c'est logique. Et l'autre planète fait « Ah, t'as chopé des humains? T'inquiète, ça dure pas longtemps. » Si on veut éviter que ça nous arrive, il faut aller chez le conseiller matrimonial. La bonne nouvelle, c'est que honnêtement, c'est plutôt nous qui avons de la merde dans les yeux pour l'instant, parce que moi je l'épouse direct. La nature est belle et intelligente, elle a un MBA, un Master of Brilliant Adaptation. Expression de l'auteur. Et tout ce qu'on a vu là,
ça se résume en une seule question. C'est quoi notre nom d'humain, notre nom d'espèce? C'est quoi? Homo sapiens, sapiens. Il n'y a plus d'excuses. Hein. On s'est automatisé. L'homme sage, sage. Il faut gérer derrière. Donc la vraie question c'est ça, c'est quel Homo sapiens on est? Est-ce qu'on est Homo sapiens materialensis? Non, on a décidé de ne pas s'appeler comme ça. Ou est-ce qu'on est Homo sapiens sapiens pour de vrai? Et allez, en conclusion, j'aimerais me livrer à une petite expérience avec vous. Levez-vous, s'il vous plaît, levez-vous, ça va vous dégourdir les jambes. Levez-vous, allez, ça fait-vous plaisir. Ça va vous dégourdir les jambes, ça va vous faire du bien. J'ai dépassé, je m'en veux. Je m'en veux vraiment que vous d'avoir dépassé comme ça. Je te fais mes excuses d'ailleurs. Du coup, vous êtes resté assis un peu longtemps. Allez, je m'occupe bien de vous quand même, non? Vous tous là comme ça, levez comme ça, bien en rang. Vous savez ce que c'est? C'est la façon la plus dégueulasse d'avoir une standing ovation, bien sûr. Merci. Merci. Merci encore, Idriss. C'est pas grave, pardonnez. C'était tellement passionnant.